Le sprinkler techno. Ah, good. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Mon nom est Tina, puis je suis analyste programmeuse. Puis j'aime beaucoup en fait les technos, j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, surtout en programmation. Puis j'aime beaucoup passer du temps à coder toute seule les soirs. Donc, c'est ce que je fais vraiment souvent. Après, sinon, je fais du sport aussi tout le temps là. Fait que c'est Ah, pas mal good, good. ce qui résume un petit peu ma vie. Excellent. Toi, tu es dans le coin de Lévis, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, oui, oui. Ben, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Tina. Elle m'a donné un petit coup de main quand j'étais dans un institut et j'avais besoin d'aide. On essayait de faire du SSO, puis on n'avait pas encore d'expérience là-dedans. Fait que, merci encore. Tu nous as sorti du pétrin. C'était vraiment cool. Ben, en fait, moi, j'ai passé genre beaucoup de temps à le faire. C'est pas que ça n'a pas été difficile, en fait, c'était difficile. Mais quand j'avais réussi, ben, c'est là que toi, tu devais le faire. Je suis tombé au bon Donc, moment, finalement. oui. C'est good. All right. Puis de quoi tu avais envie de parler aujourd'hui, là? On se lance dans quoi? Ben, aujourd'hui, on va se lancer dans le BDD. Puis Excellent. après, on va continuer petit à petit vers les petits détails, en fait. On C'est bon. commence par le générique. Explique-nous en ça un peu, c'est quoi le BDD? Parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui, même sur Internet, là, ça a parti comme étant un Mhm. concept X, puis ça a migré vers autre chose après. Fait il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de versions différentes du BDD. Ça serait le fun d'ailleurs, peut-être, de faire le tour de table. Tu Mhm. t'exprimes en premier, après ça, on y va à la suite, juste pour voir c'est quoi nos divergences par rapport à ce OK. thème-là. Ok, ben en fait, moi, je vais parler un petit peu de comment moi j'ai eu l'occasion de travailler en BDD. Fait qu'en gros, moi, comment je le vois, c'est un concept qui nous permet en fait de respecter tout le temps le besoin d'affaires. Donc, on a toujours les trois parties prenantes qui sont là. Donc, on a les gens d'affaires ou le client, puis on a l'équipe de développement. Puis on a aussi l'équipe, mettons, si on veut dire QA ou qui va valider finalement est-ce que c'est bon ce qu'on a fait ou pas. Donc dès le début, on se fait un genre de contrat en fait qu'on doit respecter tout le long du développement. Donc c'est vraiment un processus qui doit être au tout début, avant même de commencer le développement. Donc on doit être les trois parties prenantes là-dedans. On va déterminer des scénarios, et on va déterminer le besoin. En fait, on va se mettre d'accord sur toutes les tous les détails, surtout quand il y a beaucoup de fonctionnels. C'est là que le BDD prend toute sa valeur. Parce que s'il n'y a pas de fonctionnel, si on fait juste un projet, mettons un CRUD ou quelque chose comme ça ne sert pas à grand-chose de faire du BDD, mais c'est quand on a beaucoup de règles d'affaires à respecter, du fonctionnel et tout ça, c'est bien de se mettre d'accord là-dessus au tout début. Comme ça, le dev ou même l'analyste fonctionnelle ou même, en fait, toutes les parties de l'équipe vont être sûres qu'ils vont juste faire le besoin, puis ils vont livrer la bonne chose finalement. Puis en étant en contact comme ça avec les gens de business, ben, ça aide à développer l'espèce de ubiquitous language, le langage commun que tout le monde doit parler. Donc, les Exactement. équipes de dev parlent le même langage, le langage d'affaires, puis éventuellement, on peut transitionner d'une shop qui prend des besoins d'affaires de la part de la business, puis on peut être connaissant assez pour proposer, challenger, puis amener ça plus loin. Fait que ça devient super Exactement. cool parce qu'on est capable d'appuyer de façon plus significative et plus efficace les gens de la business pour proposer des affaires vraiment cool. Exactement. Ben, en fait, c'est souvent durant ces réunions-là, parce que ça se passe toujours avec une réunion d'équipe avec toutes les parties prenantes qui doivent être là, en fait, présentes. Puis quand on parle, c'est là qu'on découvre que parfois il y a des failles, parfois ça tient pas la route. Donc en parlant, c'est là qu'on détermine plusieurs cas aussi qu'on n'avait pas prévus. Donc à la fin de ces réunions-là, on doit vraiment être sûr qu'on a prévu finalement tous les cas possibles. Puis c'est là qu'on va commencer à rédiger. Puis c'est vraiment super intéressant le fait de rédiger le tout parce que ça consiste en une documentation. Puis quand on va les rédiger, on va aller implémenter ces scénarios-là avec un framework quelconque. Puis à force de développer, ben, on s'assure déjà de respecter tout le temps les scénarios et on s'assure aussi d'ajuster la documentation aux besoins. Fait que c'est quand même une documentation vivante qui va tout le long du projet. C'est super intéressant comme concept. Tout à fait. Puis il n'y a rien comme être capable d'expliquer quelque chose pour, comment dire, quand tu comprends vraiment quelque chose, tu es capable de l'expliquer.
c'est en se parlant comme ça que tu te rends compte, des fois, il y a peut-être des trous dans ta logique ou de quoi. Puis là, tout le monde se balance, puis on crée cette espèce de compréhension commune-là, puis tout le monde est sa même longueur d'onde. Exactement. C'est cool, ça. Toi, JP, BDD? Voilà, je suis hyper naïf dans ce domaine-là. Cool. Honnêtement, je pense que la première fois que j'ai croisé des tests comme ça, c'est à l'Institut. Dernière fois, je travaillais à l'Institut sur une application web, mais j'ai beaucoup travaillé dans des choses qui n'étaient pas des applications web, genre des serveurs d'applications, des choses en télécom. On est loin de ça, on fait des tests de protocole. Ce n'est pas la même chose que faire un test. Que de faire des tests fonctionnels. J'ai toujours vu ça comme étant des tests fonctionnels, mais je n'ai jamais eu à plonger assez profondément. Puis à l'Institut, à mon avis, ils faisaient ça un petit peu à l'envers parce qu'ils partaient de « Ah, c'est ça qu'on a, ah, c'est ça qu'on va regarder si ça marche ». J'ai l'impression que ça enlève tout l'aspect que vous disiez un petit peu communicatif. Tu essaies de dire exploratoire, là, où tu dis « Ah, on va essayer de comprendre c'est quoi » parce que non, là, il est trop tard, il faut que ça marche comme ça. Fait qu'ils utilisaient des tests Cucumber ou des tests du genre pour prouver qu'ils s'en servaient un peu comme de la régression. Je n'ai pas l'impression que c'est supposé être des tests de régression. Ça peut avoir cet effet-là, mais je ne pense pas que c'est ça la nature de la bête. Tout test automatisé t'aide à t'assurer que tu n'as pas de régression à différents niveaux. Là. Mais oui, effectivement. Puis tu sais, c'est pas pour des êtres humains que tu fais ça. C'est un effort supplémentaire, je trouve, de faire du Cucumber puis Gherkin et compagnie. Mais ça, on va y aller plus tard tantôt là, avec le ATDD. Là. Mais il faut qu'il y ait un être humain au bout du fil. Là. Comme toi, ce que tu as l'air de décrire, c'est que tes applications, c'était pas nécessairement pour des êtres humains, right? C'était des trucs machines, réseau et tout. Fait qu'effectivement, ça s'y prête un peu moins dans ce cas-là. C'est ça, c'est quand tu reçois un invite, il faut que tu envoies un 100 de l'autre côté. Quand tu reçois la réponse d'invite, il faut que tu envoies un message 100 de l'autre côté. Puis, tu sais, ça se teste de façon protocolaire. Il y a une spec écrite pour ça qu'il faut que tu respectes. Si tu ne respectes pas, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai pas reçu mon message ». C'est pas la même genre de gang. J'ai passé, genre, dans les 20 dernières années, j'ai peut-être passé 10 ans à faire ça. OK. Le reste, tu sais, il y a du stock en 2003-2004. On commençait à parler de tests unitaires dans des grandes compagnies. C'est un petit peu... Mais en fait, quand on parle de BDD, on n'est pas obligé de tout le temps à implémenter les scénarios. Il y a certaines situations où on va juger pertinent de les implémenter. Puis il y a d'autres aussi contextes où on va juger que c'est impertinent. Donc c'est à nous en fait de choisir finalement la pertinence de ça. Puis juste par rapport au niveau de test, généralement quand on fait ce genre de test, ça va être plutôt des tests d'acceptance en fait. Parce que c'est quand même des tests qui sont assez, disons, on va pas vers le bout en bout, mais c'est plutôt des tests moyens qui vont quand même traverser un petit peu l'application, même si pas de bout en bout, mais ils vont traverser plus de couches d'application. Donc, si on arrive à implémenter ces scénarios-là, ben, généralement, ça va être ça va en fait prouver un petit peu que notre produit final, ben, il respecte le besoin. J'adore ça, ce que tu amènes là, parce que souvent, les gens ont l'impression que parce qu'on parle de tests d'acceptation, c'est que tu es obligé d'être intégré puis assez haut dans la pyramide. Puis c'est pas nécessairement le cas. T'sais, on peut en faire, puis en tout cas, on ne pourra pas rentrer dans le technique parce que si on rentre dans le technique creux, ben, ça serait le fun d'avoir des exemples, puis j'en ai pas sous la main. Fait que je veux pas teaser trop les gens puis pas arriver avec quelque chose de concret. Mais essentiellement, c'est que tu peux faire des validations relativement rapide parce que tu appelles des classes qui orchestrent des appels au lieu d'appeler des feuilles dans ton graphe objet. Puis tant que tu es dans la même composante, ben, ça reste un test unitaire parce que c'est rapide à charger, à exécuter, c'est fiable, c'est robuste. Mais tu vas quand même vérifier, exemple, que ben, les règles d'affaires sont appelées dans la bonne séquence pour valider un compte, exemple, si on prend un exemple comme ça. Surtout que le fait qu'en fait, on livre des stories, parfois, si la story, c'est plus au niveau fonctionnel et non pas... c'est beaucoup plus facile de la prouver en fait avec un test comme ça que d'essayer d'aller chercher tout le bout en bout finalement. Donc... Ouais, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça fait longtemps. C'était Dan North, qui est le gars qui a inventé le terme BDD. Puis lui, quand c'est arrivé, micro-leçon d'histoire, là, juste pour montrer pourquoi il y a de la confusion, pourquoi c'est pas tout le monde qui est d'accord sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. C'est qu'au début, lui, TDD, ça ne disait rien. Ça ne disait rien parce qu'on disait test en premier,
teste quoi? Puis là, en plus, avec la nomenclature, là, ça commençait tout le temps par le préfixe test. Puis là, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je veux tester, il n'y a rien, j'ai rien fait. Il a comme pensé à une nouvelle façon d'approcher ça, un nouvel angle. Puis lui, il s'est dit, dans le fond, on teste du comportement. Il a dit, moi, je vais demander à l'application, c'est quoi la prochaine chose qu'elle devrait faire. Puis là, c'est là que la nomenclature should est apparue. Donc, tu te demandes, OK, it should validate that the address is well-formed. Et voilà. Là, ton test échoue parce que tu ne fais pas la validation. Après ça, tu fais passer le test. Puis là, c'est vrai, ça passe. It should do that. Ça le fait. On passe au prochain test. Puis là, avec cette approche-là, lui s'est dit, le TDD, pour moi, maintenant, ça fait du sens parce que c'est Behavior-Driven Development. Et voilà. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé avec ce terme-là. Avec le temps, ça s'est transformé un petit peu. Il y a des gens qui se sont appropriés ça, puis c'est devenu exactement ce que tu as décrit, Tina. Donc, ça s'est vraiment tassé plus vers les tests d'acceptation. Lui, il s'en servait au début pour faire les tests unitaires. Puis ça s'est déplacé vers les tests d'acceptation, ça s'est déplacé encore un petit peu plus loin en sortant du technique puis en disant, pour faire des tests d'acceptation, il faut avoir des scénarios. Puis là, BDD, JBehave, Cucumber, Gherkin, toutes ces affaires ont commencé par popper. Puis c'est comme tomber sous silence pendant 5 ans, plus ou moins. Puis c'est réapparu au milieu des années 2010. Puis là on voit les gens qui en utilisent de plus en plus. Moi, quand je suis revenu vers Desjardins, et je le cite parce que j'étais très, très content de mettre ça dans mon coffre à outils. Avec Gab, entre autres, on a travaillé justement à répandre cette façon de travailler-là. Moi, je l'ai appris, entre autres, à travers Gab, puis en m'exerçant chez nous, puis en le faisant. Mais le mot d'ordre que je recevais, à chaque fois, je disais que je voulais faire du BDD puis des spécifications automatisées. Mais on me disait c'est trop compliqué. Ça demande trop d'efforts, du PO. C'est un engagement qui est un petit peu trop lourd. Puis, souvent, quand j'essaie de pousser l'idée dans d'autres instituts, ça avait une fin de non-recevoir, malheureusement. Puis là, tout d'un coup, j'arrive là chez Desjardins, puis c'est systématique. On demandait ça dans les équipes de faire ça. Alors moi, j'étais comme, je vais l'apprendre, puis je vais l'apprendre de la bonne façon. Puis effectivement, c'est exactement ce que tu as décrit. Fait que, bravo. C'est une cool. pratique qui est quand même assez encouragée, en fait. Puis généralement, c'est sûr qu'il y a un peu de réticence au début quand c'est inconnu. Mais après, quand on avait fait les premiers essais avec ça, puis c'était quand même un succès. Après, tout le monde en voulait, là, pour vrai. C'était quelque chose qui a apporté beaucoup de valeur, disons. De la synergie. Les gens se comprennent. Les gens sont alignés, sont focusés, s'en vont dans la même direction. Il y a plein de gros plus à ça. Puis, je trouve que c'est super facile. On dirait que tout le monde, à toutes les fois qu'on essaie de rentrer une forme de test où tu écris des choses, où tu cherches des specs, puis c'est automatisé, puis on va faire qu'est-ce qu'on peut autour de ça. Il y a toujours des gens qui disent c'est trop compliqué, c'est trop dur, on ne le fait pas. J'ai ça beaucoup dans bien des Je l'entends moi aussi. Mais c'est les développeurs souvent qui ne veulent pas prendre la responsabilité. Ils sont habitués d'avoir l'équipe de QA puis de compter sur eux pour faire ce job-là. Il faut les responsabiliser. Dire, regarde, le fameux shift left, la qualité, ça veut dire que vous devez prendre vos responsabilités. C'est un challenge. Il n'y a rien qui est facile. Pour vrai, tout ce qu'on va faire au début, c'est un peu compliqué. Puis à force d'en faire, on devient plus bon. C'est pareil pour le BDD, puis pour l'implémentation aussi. Fait que, Mais concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas ça puis qui vont écouter le podcast, quand on se rend compte, c'est les fameux 3 amigos, right? Hein? On veut avoir les trois rôles. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste 3 personnes dans le meeting. Ça veut dire qu'on veut avoir des personnes, au moins une personne qui représente chaque rôle pour challenger, dans le fond, les différents récits qu'on va amener dans cette rencontre-là. Puis c'est quoi la résultante? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être dégagé? C'est quoi la valeur qui va être créée là, à la fin de cette rencontre? En fait, c'est qu'on arrive avec un produit à développer ou des récits à développer, peu importe. On commence à parler, donc on va expliquer le récit. Donc souvent, le client va en fait prendre la parole pour expliquer exactement ce qu'il veut.
Puis nous, en tant que dev ou aussi analyse fonctionnelle ou même s'il y a des QA, on va juste noter en fait le besoin en détail. Puis là, après, ben, on va commencer à rédiger scénario par scénario. On va essayer de détailler au maximum en fait le besoin du client en écrivant des scénarios, tous les scénarios possibles. Puis en les rédigeant, en fait, on va s'assurer que le client, il dit oui à chaque scénario. Puis si jamais il nous propose un scénario que nous, dans la tête de dev, ben, on se dit, ah, ça fait pas peut-être beaucoup de sens ou on peut le faire autrement, ben, c'est là qu'on va proposer. Puis souvent, en fait, les propositions sont les bienvenues, en fait. Donc, c'est ça qui arrive, c'est qu'on discute. Parfois, on n'est pas tout le temps d'accord sur tout, mais pour vrai, à la fin de chaque réunion, on sort avec une liste de scénarios, puis on est tous d'accord, puis tout le monde a compris. Après, c'est sûr que parfois, on est obligé d'en faire d'autres meetings si on a oublié des détails, mais c'est très rare. Fait que c'est comme une forme de grooming en même temps, si je te comprends bien. C'est du raffinement. On prend les choses qu'on ne comprend pas trop, puis on les affine. J'imagine que dans votre pratique, vous mettez aussi des critères d'acceptation sur ces récits-là Oui, à ce moment-là, ouais? ouais, généralement, c'est ça. Fait quand on va écrire le scénario, en fait, on va écrire plusieurs scénarios, puis à la fin, il faut que ça respecte, et il faut quand même que ça respecte quelque chose. Donc, c'est le besoin. Cool. Est-ce que tu es familial avec le example mapping? Non, je ne sais pas c'est quoi. Nous autres, c'est une super technique. C'est ça, regarde, je vais le citer encore. C'est Gab Clément qui. OK. Bonjour, Gab. C'est Gab Clément qui m'a montré ça. C'est génial. C'est dans le fond, je pense que c'est sur le site de Cucumber qui propose cet exercice-là. OK. C'est quand il y a il y a de la complexité, une grande richesse en termes de règles d'affaires et tout. Mais on Mhm. veut être capable de mieux se comprendre. Fait que, il n'y a rien de mieux, en fond, que d'avoir des exemples. Parce que les scénarios que tu OK. parlais, ça reste des scénarios d'affaires et tout. Mais là, c'est Mhm. de s'expliquer tout le monde, puis que le médium sur lequel on va converser ou on va se challenger, ça soit des exemples. Donc, OK. l'idée, c'est que tu vas prendre un récit. Ça va être comme la tête, si tu veux, là, de l'arbre de discussion. Ensuite, en dessous, il va y avoir les règles. Et en dessous, chacune des règles, il va y avoir des exemples pour dire, ben, OK, cette règle-là, elle s'exprime comme ça, les scénarios Ah, OK, alternatifs et oui, tout. c'est bon. Je sais de quoi tu parles. Je savais juste pas que c'était. Ah, OK. Ben, c'est ça, c'est souvent comme ça. Il y a un nom, mais on ne sait pas c'est quoi, mais on le faisait déjà. C'est ça en informatique souvent, hein. Puis ben, il y a des petits, donc il y a des couleurs pour chacune de ces choses-là. Puis il y a des Mhm. cartons rouges qu'on peut mettre si jamais il y a des questions qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on a oublié d'inviter quelqu'un ou parce qu'on n'est juste pas rendu là. Donc, c'est pour ça, tantôt, j'aimais bien amener le terme raffinement parce que c'est un peu ça aussi. Ça se peut que tu amènes un truc, puis ben, on en discute, puis on est bloqué parce qu'il nous manque quelque chose, que ce soit au niveau sécurité, tu sais, une Mhm. compétence transversale, qu'on n'a pas tout le temps la chance d'avoir quelqu'un de cette compétence-là d'assis avec nous dans la salle. Puis ça, ben, à force de le faire, justement, là, on a les déclics, puis on a les meilleurs réflexes. On dit, ah, il faudrait amener Martin de la sécurité, puis Jasmine de la DDA, là, parce qu'on va parler de DD, puis on va parler de sécurité sur Ouais, ce truc-là. Fait que, tout à il fait. y a trois rôles, mais des fois, on s'invite des C'est vrai. compagnons supplémentaires, là. Ouais, je me rappelle qu'à plusieurs reprises, c'est durant le BDD qu'on se rappelle qu'on a oublié un morceau dans ce qu'on avait prévu ou que ce qu'on va livrer finalement, si on ne livre pas le petit morceau avec, ben, il ne pourra pas être, mettons, testé de bout en bout et tout ça. Donc, ouais, c'est exact. Il y a toujours parfois un élément qui va compléter le tout. Cool. Puis là, on part de BDD. Puis là, on n'a pas d'automatisation encore, right? Mhm. On a eu des bonnes discussions. On comprend tous un peu mieux ce qui se passe. Puis après ça, comment on peut attacher ça avec l'ATDD? Ok. Fait que, en gros, généralement, quand on va déterminer ces scénarios-là, donc on s'entend que c'est juste du texte, puis le fait, en fait, on a oublié un principe que, vu que c'est le texte, donc il est compréhensible c'est un langage humain, en fait, tout simplement, donc il est compréhensible par les gens d'affaires qui développent pas. Et aussi en arrière de ces scénarios-là, c'est là qu'on arrive à implémenter ces scénarios. Donc, on va aller faire des implémentations pour chacun des scénarios. Donc, au début, c'est sûr que ça va planter parce qu'on n'a pas de code, bien entendu. Puis après, à force de rajouter des couches de code qu'il faut,
ben, c'est là qu'on va venir en fait faire passer ces tests-là. Donc, c'est un niveau plus large que des tests unitaires, mais généralement, le fait d'écrire des scénarios, puis d'implémenter les tests, puis tous ces tests-là sont rouges, puis après de commencer à écrire un peu de code petit à petit, tout en respectant le besoin, en s'assurant de respecter le besoin, ben, on commence à les passer en vert. Puis une fois sont passés en vert, ben, c'est là qu'on va aller faire du clean code, puis de faire un peu de ménage dans tout ce qu'on avait fait, parce que c'est sûr que quand tu veux juste que ça devienne vert, ben, c'est pas tout le temps très bon ce que tu as fait. Donc, tu vas repasser pour tout te mettre beau ce que tu avais fait. Mais c'est correct, right? Parce que faut que ça fonctionne en premier. Puis Ouais, après ça, on s'assure que ce soit modulaire, clean et tout et tout. ouais, c'est ça, Là. parce que c'est sûr Sinatra, je teste que... en premier, right? La TDD Uh-huh. aussi. Cool. Exactement, parce que jamais on détermine, genre, au niveau de l'architecture là-dedans, là, genre plus détaillé, c'est quoi les classes qu'on va utiliser, c'est quoi, on détermine jamais ça. Moi, de toute façon, personnellement, j'aime pas déterminer, genre, de quoi j'ai besoin. J'aime juste aller au feeling, commencer à implémenter mes choses, puis, oh, j'ai besoin de tel patron, oh, j'ai besoin de telle classe, oh, j'ai besoin de sortir ça, par exemple, dans un délégué. Oh, fait que c'est là que ça commence tout à sortir, en fait, les petites couches, les petits détails, mais au début, j'ai juste un truc qui marche, puis c'est tout, là. C'est-tu de la musique à tes oreilles, ça, JP? C'est exactement comme on devrait faire. En fait, ce qui me fait rire aussi, c'est tu sais, d'avoir des tests d'acceptation qui passent de rouge à vert. Ça faisait partie d'XP quand on en parlait en 2000. Fait que tu regardes ces affaires-là, tu dis, c'est everything old is new again. J'ai aucun problème avec ça. Du moment que ça revient, moi, je suis juste content. Ouais, Avant, ouais. c'est difficile c'est ça que je disais tantôt, c'est difficile de convaincre les gens qu'on devrait travailler comme ça, mais on dirait qu'on s'en revient vers ça un petit peu. Je trouve ça absolument heureux. Ben, si tu veux prendre de la vitesse, tu n'as pas le choix, right? Tu sais, on parle de DevOps, on parle d'automatiser le processus de livraison, tout ça. Quand tu veux aller plus vite, il faut que tu aies de la qualité. La seule façon d'aller vite, c'est d'aller mieux. Hein? Bob, il Ouais, aime ça dire ça, là. Mais c'est en déplaçant justement vers la gauche des contrôles de qualité, l'automatisation des tests, ces affaires-là, ben, on arrive à s'assurer que ce qu'on va mettre dans notre machine à saucisses, ça va être comestible à l'autre bout, puis ça va amener de la valeur. Là. exactement, tout à fait, parce qu'en fait, si tu essayes d'aller plus vite dans ce sprint-ci, tu vas faire tes choses que ça fonctionne, mais qu'il y a aucun patron, il n'y a aucune bonne pratique là-dedans, bah, le prochain sprint, tu essayes de ramener quelque chose d'autre là-dedans, bah, et tu vas juste passer du temps à essayer d'ajuster ce que tu avais fait au lieu de juste en fait extensionner bah, plutôt ajouter, mettons, d'autres implémentations ou peu importe, tu es, en train d'extensionner ta classe à rajouter des affaires là-dedans. C'est pas, moi, j'encourage pas beaucoup cette pratique, disons. J'aime mieux avoir des abstractions au début, puis après, j'ai besoin d'implémentation, je vais implémenter mon besoin petit à petit, que d'aller apporter toute la complexité, mettons, à un seul endroit, puis d'essayer de m'ajuster avec les sprints. À long terme, ça devient vraiment insupportable, là, disons, Tout à dans le fait. code. Puis c'est que ça augmente la complexité, puis la rigidité. Puis là, ben, Oui, éventuellement, ajouter des nouveaux features, ça coûte de plus en plus cher. Les équipes grossissent, alors que on fait à peu près la même job qu'avant, ce qui est un non-sens. Tu sais. Quand tu deviens habile avec un domaine d'affaires, avec un contexte, une application, ça ne devrait pas te coûter de plus en plus cher ajouter des nouvelles fonctionnalités de taille similaire. Ça ouais, devrait soit être égal ou soit être on a appris quelque ouais, chose. J'ose espérer qu'on apprend une fois de temps en temps puis que ça va coûter moins cher. Tu sais. Mais quand on n'a pas cleané le code, comme tu dis, qu'on n'a pas utilisé les principes solides, exemple de design. Donc là, tu parlais d'open close principle, là, sans le nommer, mhm, mais c'est justement, on réouvre tout le temps le code. Si on n'a pas nos tests en ouais, plus, c'est ça. ça fait peur. Fait que c'est ça en fait qui arrive, c'est qu'au lieu que tu développes des nouvelles choses, tu fais du refactoring tout le long parce que ce que tu avais fait n'est même pas compréhensible par toi-même. Donc, Je t'ai vu c'est... réagir, JP, là, tu voulais intervenir? Ben, moi, mon seul problème avec. Il y a aussi il y a d'autres principes qui viennent, c'est qu'il ne faut pas surgénéraliser trop tôt ces choses-là aussi, parce que Mhm. c'est là que tu viens à ne pas comprendre ce que tu essayais de faire, ou que tu fais une surgénéralisation qui est un peu qui est mal ajustée au futur, que tu avais mal prévu. Là. Ça, c'est Ouais. le classique de
c'est tout le temps un peu, on va répéter le mot, le compromis qu'il faut faire. C'est-à-dire, si tu veux regarder trop loin en avant, à un moment donné, tu vas te ramasser avec des choses. Mais je comprends l'idée, je me souviens d'un projet que j'avais travaillé où les gars, ils étaient partis. La prémisse de base, c'est on veut implémenter ce pattern-là. Ça a été tout refait, ça, par quelqu'un qui avait une vision un peu plus pragmatique de qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, puis ça a réduit le code, puis ça a simplifié le code, puis toutes ces choses-là. Mais anyway, ça, c'est un autre sujet. Là. Non, mais c'est pile dedans, en fait, JP, parce que c'est pas mal ça que Tina décrivait aussi. Tu sais, quand tu y vas avec une approche test en premier, les choses émergent. Au lieu que tu planifies tout puis que tu dis ça me prend ce pattern-là. Non, non, non. Quand tu vas arriver là, tu vas l'avoir fait fonctionner, puis que ça ne soit pas nécessairement en bonne forme, puis avec les bonnes normes de développement et tout. Tu vas voir à un moment donné que hey, ça fait juste du sens. Je suis rendu là, ça crie, mets ce patron-là ou fais telle affaire. Mais c'est là que tu le fais, tu sais, au dernier moment responsable. Ouais. Il y avait un wiki, avant les wikis que tout le monde connaît, là, il y avait un wiki qui était le C2 wiki qui appartenait à Ward Cunningham. C'est lui qui a inventé le wiki, pour avoir dit, non? Oui. Puis sur son wiki, il y avait tout le temps comme des motos, des phrases qui revenaient. Puis ça, c'était Let patterns emerge. Ouais. Il ne faut pas que tu pousses un pattern parce que tu vas mettre un carré dans un cercle ou l'inverse. C'est le design émergent, dans le fond. Là. Exact, oui. Ouais. Ça, c'est une grosse force du TDD. Puis c'est pour ça, j'en profitais, c'est pour ça que j'aime pas les mocks, parce que ça te force à prendre des décisions avant. Donc, les choses émergent moins dans ce temps-là. Mais bon, on ne va pas s'embarquer là-dedans, promis. Donc, à TDD, c'est approche test en premier, acceptance test driven development. Donc, là, tu as déjà vu cette double boucle-là où est-ce qu'on fait justement la boucle dans TDD, puis là, le test est rouge, on descend dans une boucle au centre de TDD ou plusieurs boucles pour faire passer ça, puis on remonte en haut? Oui, j'en ai fait. Je te dirais qu'en fait, au début, ça prend quand même beaucoup de temps. Oui. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps parce que tu as beaucoup de choses à gérer. Puis généralement, là, en fait, l'instinct humain, quand il voit du rouge partout, moi, je capote un peu. Fait que genre, je passe mon temps à essayer de régler. Puis genre, je dors pas tant que ça passe pas tout là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre problème. Mais J'étais comme toi, mais j'ai un ami, excuse-moi de t'interrompre, là, mais c'est un super conseil. C'est gratuit, je te l'envoie. Moi, il m'a dit, écoute, lui aussi, il était comme ça avant, puis il dit, maintenant, comment je vois ça, c'est quand c'est rouge, je sais exactement où recommencer le lendemain matin. Je fais, ben oui, tu sais où t'es rendu, c'est rouge, c'est là. Non, c'est vrai, t'as raison. Moi, le pourcentage d'anxieux en informatique, en plus, c'est vrai qu'à toutes les fois qu'ils voient du rouge, on dirait que les bras leur tombent. Ouais, c'est ça. Tu as aimé le rouge. Non. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est quand même assez lent au début pour maîtriser, puis pour surtout pour en fait tout corriger, puis prendre son temps. Surtout, c'est le fait de prendre son temps à tout régler qui est plus problématique. Mais aussi l'habitude, parce que tous les tests passent pas, tu sais pas trop où tu dois commencer, par quoi. Mais après, à force de se pratiquer, en fait, ça devient une pratique, tout simplement. Ben oui. Mais après, c'est sûr que je vais pas utiliser ça dans tous les contextes. Il y a certains contextes que je reviens encore au contexte où on n'a pas de scénario, c'est juste des appels, il n'y a pas vraiment de complexité. Je vois pas d'intérêt en fait d'utiliser ça. Moi, je vais utiliser ça quand j'ai envie de me forcer à respecter quelque chose. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais c'est le même concept que tantôt. Pas utiliser un pattern juste parce qu'on a envie ou pas utiliser une pratique juste parce qu'on a envie. C'est exactement ça. Mais tu l'as bien dit, puis il y a des gens qui sous-estiment ça. Là, ils pensent qu'on amène une nouvelle pratique d'ingénierie, puis ça va être magique, ou on va se forcer une semaine, puis ça va être acquis pour le reste de la vie. C'est plus que ça. Quand on veut faire quelque chose de significatif, règle générale dans la vie, ça demande un investissement. Puis le TDD, c'est ça. La TDD, c'est ça. Le BDD, ça a l'air simple, c'est juste des êtres humains qui se parlent, mais de devenir habile, d'installer cette... parce que tu l'as dit, tantôt, on se challenge, on va pour avoir la meilleure solution, que les gens comprennent là, qu'on n'est pas en train de dire
c'est moi qui ai raison, mais plutôt, c'est ça notre objectif. On a un objectif commun, on est une équipe, on a un objectif commun, puis on veut avoir la meilleure solution possible pour atteindre notre objectif, tout le monde ensemble. Puis c'est pour ça qu'on se challenge les uns les autres, pas pour avoir raison, pour avoir la meilleure solution. Ça prend un certain temps avant que les gens se mettent dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là. Exactement, surtout que parfois aussi le client, il ne sait pas tout à fait ce qu'il veut. Oui. Moi, je m'étais rendu compte qu'à plusieurs reprises, ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent, puis il faut tout le temps comme vraiment aller pousser plus loin pour comprendre avec eux. Puis c'est là que eux aussi ils comprennent exactement ce qu'ils veulent. C'est ensemble qu'on le fait. Puis parfois aussi, on a eu ces problèmes-là que, hey, c'est pas toi qui va décider en fait de comment ça va se passer. C'est moi qui sais ce que je veux, puis il faut le faire comme ça. Fait qu'il y a souvent ce genre de problème, et c'est sûr qu'avec la discussion, on arrive toujours à des compromis, là. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, former une équipe, tu sais. Il y a aussi, moi, avant, on recevait des use cases, tu sais, puis tu recevais une liste de use cases qui était lancée par-dessus le mur. Ils commençaient toutes par la phrase « As a user, I ». Je trouve que ça casse un peu ce pattern-là quand tu es devant quelqu'un. Ce n'est pas une phrase que tu peux dire devant quelqu'un. En tant qu'usager, j'aimerais... Non, non, non. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ça pose beaucoup sur qu'est-ce que ça devrait faire plutôt qu'une espèce de formalisme que je trouve souvent hyper vide quand on lit des use cases. Là. Parce que moi, les use cases qu'on lisait, là, c'était écrit par des analystes qu'on ne voyait jamais. Ils étaient tout le temps là. C'est certain qu'en tant qu'usager, tu veux quelque chose. T'sais. Mais peux-tu nous expliquer un peu ce qui est important ou qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que tu essaies de me dire là? T'sais? La première phrase devrait être qu'est-ce qui est important. It should do this. C'est ça que. Ouais, ça aide beaucoup quand tu te commences par avoir un formalisme dans comment tu écris tes choses et tout, parce que tu sais, ça aide aussi à penser à l'usager. Parce que si, par exemple, tu te fais des personas puis tu veux répondre à des besoins d'affaires différents en fonction d'un groupe démographique ou de prenons homme-femme, des besoins de consommation différents. Ben là, tu vas vouloir un persona, ça va être Jean-Guy, puis un autre persona, ça va être Esmeralda. Puis là, ben, les deux, genre, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes besoins de consommation. Ben, de dire, genre, que en tant qu'Esmeralda ou en tant que femme, je veux avoir telle fonctionnalité quand je vais faire du shopping sur Amazon.ca versus, ben, Jean-Guy, lui, il veut s'acheter, je ne sais pas, moi, des bâtons de hockey, un bat de baseball puis un Zodiac. Ben, ça ne sera pas le même pattern de consommation. Puis là, si tu veux vraiment cibler, ben, c'est ça. C'est avec les personas puis avec des acteurs comme ça. Puis souvent, les raisons de changer, hein, quand on parle de single responsibility principle, ça va tourner beaucoup autour de ces acteurs-là. Parce qu'ils ont des besoins puis ils ne sont pas nécessairement alignés. Fait que si on arrive à les isoler en grappe, ben, probablement qu'on s'isole du changement aussi quelque part. Là. Ben, en fait, c'est que pour ça, moi, ce qu'on avait fait finalement, au lieu d'aller par quelqu'un qui a besoin de quelque chose, on va plutôt par contexte. Fait que souvent, on va dire, étant donné tel contexte, quand on fait telle chose, ben, on a tel résultat. Fait en abordant plutôt le contexte au lieu de quelqu'un qui a besoin de quelque chose, parce que souvent, ça peut être une personne, ça peut être le système, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui déclenche une alerte, peu importe ce qui va déclencher le processus finalement. Donc, c'est vraiment un contexte particulier que là, dans le contexte, il peut y avoir des utilisateurs, il peut y avoir une alerte qui vient de quelque part, un courriel, peu importe. Donc, Tout à fait, tout à fait. Ah, histoire de boucler la boucle avec le BDD puis la TDD, là, donc là, on a les scénarios. Les scénarios, on peut écrire des tests automatisés là-dessus. Peux-tu nous expliquer peut-être à haut niveau, là, le Gherkin et compagnie, là, on peut faire du Gherkin en Klingon, apparemment, là, d'après Gab. Il y a comme 50 quelques langues là, qui sont supportées là-dedans. Moi, j'ai fait en Java, donc avec Cucumber. Puis, je te dirais que pour vrai, ça s'implémente vraiment bien. C'est sûr qu'à première vue, ça a l'air un peu complexe et tout ça, parce que c'est tout un projet qui va rouler à côté de ton projet. Donc, tu as tes scénarios, puis pour chaque scénario, tu vas créer des implémentations. Donc, tu as les steps, puis tu appelles des méthodes là-dedans. Donc, c'est toute une coquille, en fait, un peu... c'est une coquille de projet spécifique pour ça, là.
Et puis une fois que tu l'implémentes, ben, ça devient plus facile en fait d'en ajouter. Tu fais un premier exemple avec l'implémentation. Après, c'est trop facile d'ajouter des tests par la suite, de tout implémenter en fait, tes scénarios, parce que pour chaque ligne de scénario qu'on va écrire, en gros, les scénarios se font comme étant donné, quand, alors, ou given when then. Et voilà. Donc, on va implémenter le premier scénario. Donc, le étant donné, généralement, ça va être une préparation de données. Tout simplement, dans ton step, étant donné que c'est juste une méthode en arrière que tu vas appeler, elle va soit aller insérer quelque chose dans la base de données, créer un objet, créer une fixture, peu importe. Ça va vraiment de préparer le terrain en fait pour ton test. Donc ça, c'est le contexte. On met en place un contexte, un utilisateur, ce qu'on veut. Puis après, le when, ça va être ce qui va déclencher en fait le processus. Donc when je reçois une alerte, when l'utilisateur soumet une demande, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. Après, le then, il peut y avoir plusieurs. Donc, dans ce qu'on s'attend à, ben, dans le résultat, en fait, on peut avoir un résultat ou plusieurs. Fait que là, ça va être aussi des méthodes qui vont juste tester le résultat. Puis ce qui est bien, c'est que tous tes steps sont implémentés quelque part, puis ils partagent tous la même donnée. Donc, les données sont accessibles de toutes ces steps-là. Puis ce qui est bien aussi, c'est que quand on a des choses, un contexte à préparer qui est réutilisable par tous les tests, on a des before pour tout mettre ce qui est commun. Puis on a des after aussi pour, mettons, fermer certaines connexions ou fermer des choses, mettons, à vider une BD ou peu importe pour tes tests. Et quand même, moi, ça se fait vraiment très bien, là, pour vrai. Puis Il les y a beaucoup différentes de gens. étapes que tu viens de nommer, là, ceux qui ont déjà fait des tests unitaires, Mhm. au niveau unitaire, c'est exactement la même préparation. On a des before, des after. On a 3 étapes dans notre test. Donc, moi, j'appelle ça mettre la table. Donc, pour mettre les choses en place, instancier les objets, populer de la façon dont tu dois être fait, exécuter la méthode sur laquelle on veut tester l'état par la suite avec les assertions. C'est le même C'est concept. exactement la même chose, c'est à un niveau un peu plus large, c'est tout. Là. Parce Exact. que finalement, tu vas aller traverser un peu plus de couches au lieu de traverser une toute petite composante. Là, tu traverses plusieurs couches. Peut-être, moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que je donne un exemple, en fait. On va dire, on a un contrôleur qui va recevoir un appel. Puis à la fin, complètement, je dois insérer une demande dans la BD, puis je dois envoyer un mail quelque part pour confirmer. Et là, tout ce que je fais, c'est que je vais dire, étant donné un utilisateur qui soumet une demande, mettons, là, quand le courriel est, quand je reçois l'alerte, ben, ma demande est créée, puis le mail est envoyé, genre de confirmation. Ça, c'est vraiment un exemple basique, là, mais on s'entend que là-dedans, on vient de traverser toute notre application. Puis s'il y a des validations sur quel genre de courriel, quel genre de... Mettons, ça, c'est juste un exemple, là, mais tu viens de traverser toute ta logique du domaine. Puis tu viens d'aller jusqu'à l'infra pour insérer dans une BD. Donc, tu as quand même fait du chemin. C'est pas unitaire du tout, mais ça reste que tes étapes de when given, then, given when then, ben, c'est exactement la même chose. Puis tes petites méthodes, en fait, ton test, il peut avoir 3 lignes. Genre, même si c'est large, mais moi, quand je regarde mon test, c'est vraiment 3 lignes. Je me force à ce que ça soit lu en 3 lignes. Cool. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux le faire avec des stubs autour, puis ça te fait des Mhm. tests unitaires d'acceptation qui roulent très vite. Puis Ben après oui, ça, si tu utilises un framework d'injection tel Spring, pour ne pas le nommer, tu peux juste changer ton fichier de configuration puis parler aux vraies choses dans tes tests d'intégration. exactement. Puis là, tes tests, ils font 2 choses différentes à 2 niveaux différents. C'est très cool. Exactement. C'est ça. Fait qu'en gros, mettons avec Spring, on a une BD. Là, je parle de la BD. Donc, dans mon test, j'utilise H2. C'est juste une config. Donc, j'ai un fichier de configuration qui est avec un profil intégration. J'ai un profil, mettons, unitaire. Puis, j'ai un profil prod ou peu importe. Puis, dans la prod, j'ai mon connecteur, mon vrai connecteur à la base de données. En unitaire, ben, j'ai même pas de BD parce que j'irai pas jusqu'à là. J'ai juste des petites composantes. Puis, en intégration, ben, j'ai mon H2. Fait que quand je fais mon test finalement, j'ai un WireMock si jamais j'ai un service quelconque. Puis ma BD, ben, j'ai mon H2 en local, puis ça règle le problème. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Génial.
si on peut-être juste finir avec la Gherkin, là, moi, il y a un truc que tu n'as pas parlé, puis je trouve ça vraiment intéressant, là, c'est que tu peux faire des tableaux de données aussi. Donc, c'est du langage. Là, hein. Quand tu parlais de Given Wenden, là, c'est du français. C'est de l'anglais, c'est la langue que tu veux. Là. Quand je faisais des blagues tantôt avec le Klingon, là, c'est vraiment ça. Ça supporte plus de 50 langages. Ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre ça dans les mains de ton analyste, de ta personne d'affaires. Tout le monde peut rédiger ces tests-là, ces scénarios-là. Fait que quand on se les partage, puis on les discute, puis on les envisage, puis on les challenge, ben, tout le monde comprend ce qu'il y a là. Il n'y a rien de technique. Là. On a vraiment juste un vocabulaire, tu sais, pour être capable d'extraire des valeurs pour... on s'entend sur un ensemble, un formalisme de Given Wenden. Puis après ça, ben, on est capable d'extraire ce qu'on a besoin de ça. Puis on peut même faire des tableaux de données. Exactement. Ça, c'est des tableaux, en fait, c'est que on parle de la préparation de données. Donc, la préparation de données peut se faire d'une manière invisible, de sorte que dans ma méthode, je crée mes données. Ou sinon, si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux carrément, dans ton scénario, tu vas carrément mettre un tableau. Puis ces tableaux-là sont utiles, en fait, soit pour préparer tes données. Donc, tu as comme une table tu as toutes tes données là-dedans. Ou sinon, si tu as plusieurs cas différents pour un scénario, là, tu vas aller dans un tableau aussi, définir tous tes cas. Fait qu'au lieu d'écrire 3 scénarios, par exemple, si tu as 3 cas, ben, tu aurais un seul scénario avec 3 cas différents dans le tableau. Mais il y a plusieurs manières aussi de les écrire, ces scénarios-là. Tu as des tableaux, tu as aussi plein de trucs, là. Même les types, aussi les types que tu vas utiliser, tu peux créer des types spécifiques pour tes tests. T'es pas obligé d'avoir toutes en fait, tes DTO, si on veut dire. Tu peux créer des DTO spécifiques pour tes tests. Tu as ça. Puis c'est ça, là, les tableaux, c'est quand même super intéressant. Oui, puis avec les tableaux, là, on parlait tantôt du example mapping, puis de voir pour une règle, c'est quoi tous les exemples. Ben, ça devient des scénarios alternatifs. Puis avec les tableaux, ben, ça s'utilise super bien, ça devient visuel. Donc, on peut carrément prendre les exemples qu'on a fait dans notre atelier, les amener, puis... Exactement. On va les mettre là-dedans. Puis aussi, il y a un détail, j'ai oublié. C'est à la fin, quand tu exécutes tes tests Cucumber, en fait, c'est que tu as un rapport qui se génère. Tu peux le générer soit moi, j'aime bien le générer en HTML. Tu peux choisir vraiment dans quel langage il va le générer. Puis quand tu vas afficher ta page HTML, tu as vraiment un rapport détaillé de tous tes tests avec tous les scénarios, ce qui a passé, ce qui n'a pas passé, pourquoi parfois aussi, ça donne les raisons. C'est super intéressant comme rapport. Tout à fait. Puis ça permet aux gens de suivre. Si tu publies le rapport, là, c'est clair, c'est dans un langage qui est maîtrisé, encore une fois, par la business, par tout le monde. Puis là, ils peuvent voir la progression de leur point de vue à eux. Fait que c'est vraiment cool aussi. L'intérêt de tout ça, c'est d'avoir un langage commun, ultimement. Exact. Ah oui, parce que si ton PO ne veut pas s'investir puis il ne voit pas de valeur à faire ça, les tests, ils ont une valeur à être faits quand même. Fait que tu ne vas pas te mettre toute cette couche-là par-dessus juste pour le fun. Parce qu'en bout de ligne, ce que ça fait, Cucumber Gherkin, ça s'attache à JUnit. Puis il y en a qui font du Selenium, mais c'est une autre histoire. Mais normalement, tu veux mettre du JUnit en arrière de ça. Puis ce qui va se passer, c'est que là, donc, si tu n'as pas besoin d'avoir ce dialogue-là parce que ton PO n'est pas rendu là ou il n'a pas envie de s'engager là-dedans, bien, tu peux quand même faire ces tests-là d'orchestration, mais juste en unitaire, sans te donner tout le formalisme d'écrire ça en Gherkin, donc en langage français, langage parlé, puis que ça soit traduit, analysé. C'est génial, cet outil-là, mais il faut que ça ait une plus-value. Si tu le fais juste pour l'équipe de dev, ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment que tu utilises ça comme un langage pour communiquer avec le PO. Ben, en fait, c'est pas nécessaire juste quand le PO veut participer. Même si le PO il veut participer, mais que moi je juge qu'il n'y a pas de scénario, ben, ça perd aussi sa pertinence. Donc, il faut que les parties prenantes soient là. Puis, il faut aussi que la complexité aussi qui vient avec soit là, le fonctionnel. Parce que si je fais un CRUD, je n'irai pas écrire des scénarios là. C'est ça, c'est vraiment, il faut juste utiliser la raison. Puis, Tout à fait. C'est drôle parce que c'est exactement ça. Quand on fait des ateliers d'example mapping, ce que je dis tout le temps, c'est prenez quelque chose qui a un peu de substance, un peu de croquant, parce que sinon, l'outil va pas, ça ne rendra pas justice à l'outil. Si on n'a pas de complexité, s'il n'y a pas ou peu de règles d'affaires, ben, il n'y a rien à explorer, grosso modo. C'est vraiment là pour permettre de débattre, discuter, de s'aligner à comprendre les choses qui sont plus complexes.
Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai un domaine? Oui. C'est Exact. pertinent? Non. C'est... Exact. Hey, c'est un super segue, ça, le domaine, pour s'en aller dans le domaine Driven Development. Là, disclaimer, moi, je suis très nouveau là-dedans, fait que je ne vais pas pouvoir te challenger plus qu'il faut là-dessus. On était Et dans, à ta dans ma zone de peu, là. confort juste avant. Je suis nouvelle aussi là-dedans, là. Fait que, mais moi, pas de pression. Non, c'est ça. Ah. On va te challenger comme des idiots, puis là, ça va tout sortir tout croche. C'est ça Ah ben, voyons ça juste comme on effleure le sujet pour se on faire effleure le plaisir. sujet. Moi, tu vois, ça, c'est quelque chose, ça fait des années, je me dis, mon Dieu, il faudrait vraiment que je m'y mette, que j'apprenne ça. J'essaie de lire. Le livre, j'essaie de le lire plusieurs fois, puis j'y arrive pas. Je trouve que c'est OK. pas, c'est pas une lecture agréable à faire. Puis j'en ai lu des livres techniques, là, il y en a plein en arrière ici, là. J'ai de la misère à le lire. Puis je ne suis pas le seul. J'en ai discuté avec beaucoup d'amis qui sont relativement seniors, là, puis même chose. Ils ont le même constat. Comment OK. tu as abordé ça? Comment c'est venu, toi, dans ta pratique? En fait, moi, en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à en faire. Puis, on avait commencé à faire un projet tout simplement. On était trois. Puis, c'est en architecture microservices. J'ai commencé à mettre en place tous les microservices. Puis, je me rappelle que j'avais fait une première pull request d'un microservice. Puis, d'un coup, il y a mon collègue Philippe, que je salue, qui m'a fait des commentaires vraiment, vraiment constructifs, là. Il m'avait proposé ça justement. Il m'a dit, Tina, je pense que t'as une bonne occasion d'appliquer ça parce qu'on a beaucoup de fonctionnels. On a beaucoup de règles d'affaires à respecter et tout ça. Puis il m'a dit, ça pourrait être peut-être le fun de le faire. Fait que là, il m'a envoyé des liens. Je suis allée lire là-dessus, puis j'ai dit oui. Ben, en plus, j'étais proche dans ma pull request. En fait, il me manquait pas beaucoup de choses. C'était intuitif, mais rien n'empêche, il manquait pas vraiment grand-chose pour être dans le DDD. Fait que là, j'ai fait les ajustements selon les liens qu'il m'avait envoyés. Puis d'un coup, il m'a dit, oh, ok, c'est bon. Fait que depuis, je suis partie là-dessus. Mais en gros, vu que dans ce projet-là particulier, on avait tellement de règles d'affaires à respecter, puis que si on échappe une, bah, c'est terminé parce que c'était quand même assez sensible. C'est là quand on s'est dit, ok, on va prendre notre domaine, on va tout implémenter ça comme il faut, on va faire les validations qu'il faut là-dedans, on va utiliser des patrons de validation et tout ça. Donc, puis après, moi, j'étais partie dans un contexte que mon domaine, il doit tout le temps être protégé. Puis s'il arrive un désastre, que je perds une couche quelconque qui entoure mon domaine, ben lui, il doit rester fonctionnel. Puis je dois juste aller peut-être arranger un petit peu le tour pour que mon domaine soit tout le temps fonctionnel parce que c'était assez sensible Mhm. comme, disons, domaine. Fait que là, on est parti sur une infrastructure que dans l'infrastructure, on était quand même assez flexible, que on peut changer à tout moment. Puis on était aussi dans la couche API, que on ne sait jamais que peut-être parfois le contrat de service peut changer ou peu importe. Mais là, je donne juste en fait, je parle d'une manière générique. Pourquoi en fait on était parti sur cette architecture-là? Mais en gros, on prend en compte que notre domaine d'affaires ou notre noyau en fait de l'entreprise, il doit tout le temps rester là fonctionnel. Puis après, on a l'infrastructure qui va orchestrer le tout. On a aussi les autres couches mettons de configuration et tout ça. Mais on doit tout le temps se dire que si on change l'infrastructure, on décide d'orchestrer autrement, on migre la base de données, euh, on migre vers d'autres services, peut-être qu'on appelle et tout ça, ben, notre domaine ne brisera pas parce que nos validations sont à l'intérieur, puis tout est à l'intérieur. Puis aussi, si les contrats de service changent pour une raison quelconque, encore là, on va s'arranger pour que le domaine ait tout le temps ce qu'il a de besoin. Fait que c'est là qu'on est parti, on a exposé au niveau du domaine tous les besoins. Tout simplement, on avait exposé le genre de contrat, donc c'est des interfaces. J'ai besoin de telle chose. Puis après, ben, le reste, l'infra doit implémenter les besoins, doit répondre exactement aux besoins. Fait que c'est de là vraiment que c'est émergé. Mais là, je le dis d'une manière très simple, mais parce qu'en gros, c'est le concept est très simple. Il faut juste voir que ton noyau de l'entreprise doit être protégé, puis débrouille-toi là. Fait que, puis la meilleure manière, c'est que ton noyau, c'est lui le boss. Il va t'exposer ses besoins.
Puis tout le reste, c'est juste des délégués qui vont répondre aux besoins, peu importe ce que tu décides d'utiliser. Ouais, le fameux high-level policies never depends on low-level policies. Hein, dans Clean Architecture, là, moi, je t'écoute Exactement. parler, puis c'est exactement ce qu'on a vu quand on a fait la formation. Là. C'était vraiment cool, d'ailleurs. Parce que Puis, Ah, vas-y. non, mais c'était juste de résumer un Ok. peu ce que tu viens de dire. Là. C'était exactement ça. Tu voulais avoir ton domaine avec les règles d'affaires qui sont dans une tour d'ivoire, puis Mhm, que, ben, tu vas, dans le fond, partir des couches extérieures, du genre un appel qui vient du UI, puis là, mhm, ça va monter les couches jusqu'au domaine. Quand le domaine a besoin, exemple, d'aller persister, ben, là, tu vas te mettre des interfaces pour faire l'inversion du flot de dépendance pour pas mhm. justement attacher ton high-level policy, ce qui est ton domaine, c'est la plus haute, vers des trucs qui sont en périphérie, comme justement un ORM, une base de données, puis tout ce qui va en arrière. Exactement. Ça a été un haha moment pour moi. J'ai fait wow, OK, cool. Fait que, Ouais. on est un peu dans ces eaux-là, là, si je comprends bien, avec le domaine driven design aussi. Ouais, exactement. Puis moi, ce qui a facilité en fait ma tâche, c'était que Philippe, quand il m'avait expliqué, il m'avait dit, Tina, il faut juste te mettre en tête que tes objets dans le domaine, l'infra peut les connaître, les autres couches peuvent les connaître, mais jamais le domaine doit connaître quoi que ce soit de l'extérieur, là. Parce que lui, il s'en fout de l'extérieur, puis il doit juste comme exposer son besoin. Puis comment je le voyais, c'est que je peux même avoir mon domaine dans un langage, puis le reste dans d'autres langages, puis ça devrait continuer de fonctionner normalement. OK. Ça va te prendre des adapteurs ou je sais pas quoi pour Ouais, être c'est capable, ça. Il mais faut ouais, quand même adapter le tout, mais je le vois comme étant une couche vraiment solide au milieu, puis elle est là, elle s'en fout du reste, là. cool. Mais tu vois, moi, le peu que j'en connais, ça m'est arrivé avec les microservices. Puis je ne sais pas si c'est la même chose pour JP, il pourra nous le dire tout de suite après. Là. Mais moi, c'est les bounded context. Ça, c'est un des concepts du domaine driven design là, que je connais un peu parce que justement, quand on fait des microservices, ben, on veut s'isoler pour être capable de se déployer tout seul et tout, puis d'avoir une certaine indépendance. Ça fait partie des avantages de faire des microservices. Puis, ben, justement, d'implémenter le bounded context pour dire, ben, OK, moi, mon contexte, c'est ça. Ben, en résumé, là, c'est que tu peux avoir un concept de patient, un concept de client dans une application qui parlerait d'une hôpital, exemple. Puis, dépendamment du département, mais le client puis le patient, c'est la même personne, right? C'est juste qu'il y a une signification différente dépendamment du contexte. Puis moi, ma compréhension du bounded context, c'est ça, c'est que ben, on va décider dans notre contexte à nous d'appeler ça de la bonne façon qui fait du sens pour notre contexte d'affaires. Puis ça va être sauvé dans notre base de données comme ça. Puis là, c'est là où il peut y avoir un peu comment dire, on ne respecte pas les formes normales de base de données parce qu'il va y avoir de la duplication de données nécessairement parce que mon client, ben, mon patient à moi, ça se trouve être le client d'un autre service, mais lui, il va persister son contexte, sa façon de voir la chose dans sa propre BD à lui pour qu'il n'y ait pas justement ce lien-là entre les deux et qu'on soit capable d'être Hum, relativement indépendant. Là. Ouais. Et grosso modo, ce que j'ai toujours compris du bounded context, c'est un peu, c'est des noms. On se bat beaucoup avec les noms en informatique. Hein? Fait que, c'est d'avoir des noms différents pour des choses différentes, puis qu'on les traite un petit peu indépendamment des autres. Puis ce que j'ai toujours compris de, de l'inversion de contrôle qu'on fait dans le DDD, c'est c'est ce que tu as dit dans le fond, parce que c'est ce qu'on descend dedans. Il faut que tu présentes une interface. C'est un petit peu comme tu dis, on va faire comment ça s'appelait dans le temps, des DAO, des choses comme ça, des façons d'accéder à la base de données. Mhm. Arrange-toi pour ne pas faire suinter des affaires qui viennent d'en bas vers le haut. C'est-à-dire, ton domaine, il ne faut pas qu'il se dise, ah, quand j'ai un éléphant, je peux aller chercher sa trompe à partir de l'éléphant. Il faudrait que tu aies une autre interface qui dise aller chercher la trompe du dit éléphant. Mhm. C'est tous des détails comme c'est ça que j'ai compris grosso modo. Parfois, ça me semble un peu lourd pour tout ce qu'on essaye de faire parce que il y a des systèmes moi, je travaille dans un système présentement qui a peu changé sur, on est rendu à combien? 9 ans. C'est tout le temps de l'ajout. Fait on s'en tirait pas pire pour ça. Je dois admettre que
transformer. Puis c'est là que DDD aurait fait du sens, mais en 2011, on n'aurait pas fait ça en DDD pour qu'en 2021, on se dit, on va aller dans un système de cloud en 2021. Fait que c'est certain que tout le système de persistance à travers le cloud change. Fait que là, c'est certain qu'on ne peut pas juste migrer notre application dans le cloud. En tout cas, c'est un peu ça. Des fois, des fois, je ne vais pas dire compliqué pour rien parce que je comprends pourquoi, mais je veux dire, c'est lourd si ton système ne sera jamais appelé à changer. Mais la techno, elle bouge tellement Ouais, vite c'est ça. qu'à un moment donné, là, ça arrive plus vite qu'on pense. Je vais vous partager une petite tranche de vie. Dans un institut, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, ça. On avait une grosse application dans un gros programme. Là. Il y avait une fortune par année là-dessus. Puis, il y a un choix qui a été fait pour une technologie qui n'était pas très populaire. Puis, les gens ont bien fait ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, regarde, on n'a pas gagné cette bataille-là, mais au moins, on sait que ça ne va pas fonctionner sur le long run. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'abstraction autour de cette techno-là pour être sûr que si jamais on réussit à convaincre les gens que ce n'est pas performant, qu'on n'est pas efficace avec ça, qu'on se garde à le débarquer sans que ça ne fasse trop mal. Fait qu'ils ils l'avaient plus ou moins bien fait dans le sens où il y avait beaucoup d'XML. Puis il y a beaucoup d'intégration comme ça qui n'était pas naturel, entre guillemets. Fait que, de faire de l'inversion de dépendance sur du XML, ça ne se fait pas vraiment. Mais bref, là où ils pouvaient, ils l'ont fait. Donc, s'isoler de cette façon-là. Puis éventuellement, ben, ils ont eu raison. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de démontrer que c'était pas efficace de travailler avec cette techno-là. Puis les architectes ont approuvé, tout le monde a approuvé, puis ça s'est fait sortir. Là, le problème, c'est que tous ces fichiers XML-là sont restés. Puis ça a fait, ce bout-là a fait mal, tu vois. Tout le reste, où est-ce il avait mis de l'inversion de dépendance avec des interfaces, ça a fait une super transition vers la nouvelle façon de faire, puisqu'on a juste implémenté d'autres façons, d'autres classes à partir de ces interfaces-là pour faire la même job que l'autre faisait, mais avec une techno beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à utiliser. Mais tous les artifices qu'on avait mis en place en termes d'XML, eux autres étaient restés. Puis là, ils n'ont pas fini la job. Fait que là, on a vu un peu le meilleur et le pire de cette affaire-là, c'est-à-dire que d'un côté, on avait fait une belle transition, de l'autre côté, on était resté avec les vestiges du passé qui nous faisaient mal. Puis là, ben, on fallait, là, tu sais, il faisait des validations là-dedans, là, du genre les longueurs de champ à l'écran, puis des choses comme ça. Puis il fallait modifier jusqu'à 8 fichiers pour voir un champ apparaître dans l'interface usagée. Fait que il y avait resté des choses. Fait, autrement dit, c'est comme si tu te divorces, mais tu as gardé les vêtements, le parfum, puis tout ce que ton ancienne copine elle avait, puis tu habilles la nouvelle avec ça, puis tu as fait un parfum avec ça. Tu restes avec ce qui était là. Fait que tu es pris un petit peu avec tout ça. Puis, ben, c'est ça. Donc, eux autres, malheureusement, ça a mis un certain temps avant qu'ils décommissionnent aussi là, toute la partie XML. Ouais, ben en fait, un autre exemple par rapport à ça, mettons, c'est quelque chose que j'ai vécu. Le fait qu'on est allé en DDD aussi, ça nous avait facilité la tâche beaucoup. Mettons, souvent dans des projets complexes comme ça, parfois on n'a pas le choix de faire des solutions tactiques en attendant une solution en fait cible, souvent parce qu'on travaille avec d'autres équipes. Et si tu travailles avec une autre équipe, ben, tu attends une solution de leur côté, puis si ça ne livre pas à temps, ben, tu restes bloqué. Fait que souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une solution tactique en attendant la solution cible. Mais vu que notre domaine, toutes les validations, tout est resté là, maintenant, je donne un exemple. La solution tactique, c'est d'appeler un autre service qui va répondre à un besoin quelconque. Fait que vu que le service n'était pas prêt, ben, on appelait un autre service tactique en attendant. Mais vu qu'en fait, l'appel, il ne se fait pas au niveau du domaine, il se fait au niveau de l'infra, puis le domaine, tout ce qui il s'attend, en fait, il expose un gateway, une interface. Il va dire que moi, j'ai besoin d'envoyer à tel service telle information, puis j'ai besoin de recevoir telle information en retour. Puis après, l'infra, il va implémenter. Au début, il appelle le service tactique qu'on avait développé, qui avait exactement le même contrat, qui répondait exactement aux mêmes besoins. Puis quand l'autre équipe avait décidé de livrer, ben, on avait juste comme changé
l'appel à l'autre service, puis notre domaine, on n'a rien touché là-dedans. Ça, c'est juste un exemple. Je donne l'exemple aussi des bases de données. Parfois, on a des BD relationnels où mettons, souvent, on va commencer un projet avec des BD genre NoSQL parce qu'on ne connaît pas le schéma, puis on ne sait pas trop comment, où est-ce qu'on va partir avec toutes les données. Donc, on va juste les garrocher dans la BD. Il n'y a aucun schéma, il n'y a rien. Puis un jour, on va décider finalement de prendre une BD relationnelle, mais qui n'est pas du tout la même. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer le connecteur dans l'infrastructure. Mais on s'entend que tous les repos, c'est des interfaces qu'on a exposées, puis toute l'implémentation d'appel et tout ça, elle est au niveau de l'infra. Ton domaine, tu ne le touches pas en fait. Tu touches juste Exact. à cette implémentation. Ça, c'est des exemples, mais il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Aussi, dans le même projet, en fait, il y avait tellement de la complexité au niveau du domaine, puis on avait un autre système qui roulait en parallèle, qui faisait exactement la même chose. C'est ce qu'on voulait, c'était décommissionner un ancien système qui était vraiment complexe. C'était difficile de travailler là-dedans. Donc, le fait de décommissionner partie par partie, ça faisait déjà mal parce que c'était trop difficile. Mais le fait qu'on avait tellement protégé notre domaine, même si l'autre système continuait de rouler, puis ils roulaient en parallèle tous les deux, puis on dépendait souvent de l'ancien système. Toutes les données, ça vient de là. Puis si ça crache, ben, on dépend de... Il faut tout le temps se synchroniser et tout ça. Le fait qu'on était tout le temps protégé, dès qu'on décommissionne quelque chose, ben, on a juste autour changé quelque chose, puis ça continue de fonctionner. Parfois, on décommissionne un truc autour, on change le connecteur, puis ça continue de fonctionner. Parce qu'on était en prod avant même de commencer à développer la nouvelle solution. L'ancienne solution était déjà en prod, était utilisée, tu n'as pas le droit à l'erreur. Fait que c'était vraiment la meilleure solution parce que c'est ce qui nous a protégés de Ça pas a en rendu fait. ça possible. Exactement, c'est ça. Ah, ça, Sans ça, parce que si on avait juste décidé d'aller dans une architecture hybride où on a tout à la même place, puis il n'y a rien qui te protège, ben, ça va juste tout cracher au fur et à mesure. Ben, moi, je vais faire bande à part un peu là-dedans parce qu'on a eu. Nous autres, on se servait directement de l'ORN, il n'y avait pas trop de problèmes. On faisait il y avait des navigations qu'on évitait plus par conscience presque. Mais quand on avait besoin de faire, on n'a pas fait du domain-driven design, mais quand on avait besoin de parler avec un système externe, ça m'apparaissait juste raisonnable d'exposer une interface pour ça, mais ce n'était pas rattaché au domaine en tant que tel, mais on exposait une interface, puis on implémentait l'interface pour ces affaires-là. C'est un peu pour ça, des fois, je trouve que c'est comme beaucoup de design upfront, il y a beaucoup d'a priori qu'on fait quand on dit si je fais le domain-driven design, je veux avoir un système hyper flexible, mais il y a peut-être 90 de la flexibilité que tu mets dedans. Ce chiffre-là sort de mon cul, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais il y a un pourcentage de ces décisions-là que tu prends qui rendent ton système plus complexe et qui ne te donne rien à la fin. Mais oui, je comprends qu'il y a toujours une histoire, mais puis je ne dis pas ça. Mon ton n'est pas bien sympathique. Je comprends qu'il y a des situations dans lesquelles on fait ces choix-là, mais je pense qu'il y a aussi des techniques de programmation beaucoup plus plates que de grands termes DDD pour résoudre ces problèmes-là. On peut implémenter des interfaces même si on ne fait pas de DDD. C'est juste ça que... Tout à fait. Mais en fait, Vas-y. Et en fait, il n'y a pas que les interfaces là-dedans, parce que si on parle aussi de modèles de données, si, mettons, on est dans la couche API avec tous les DTO et tout ça, puis après aussi, tu es dans l'infrastructure avec toutes tes ressources de base de données, au niveau du modèle de données, tu as quand même un modèle qui n'est pas nécessairement exactement comme tes DTO ou tes ressources, mais tu dois quand même avoir un modèle qui répond à ton besoin. Puis au niveau de ces couches-là qui entourent, c'est là que tu vas avoir des mappeurs qui vont vraiment respecter ton modèle à la fin, qui vont te donner tes modèles exactement. Puis c'est à l'intérieur de ces modèles-là que normalement, tu es censé faire toutes tes validations sur tes données. Parce que généralement, on a un peu le réflexe à l'entrée du service, on va faire des validations, puis à la sortie, on va faire des validations, puis avant d'aller à la BD aussi, on va faire des validations. Mais moi, en fait, tout ça, j'aime mieux le regrouper dans le modèle d'affaires, dans le modèle de données. Dans tous les modèles, en fait, pour chaque modèle, il a ses validations à lui là-dedans. Comme ça, tu sais que même si le service ne le valide pas,
ben, il ira jamais dans ton modèle. En fait, quand tu vas faire le mapping de ton DTO, mettons, vers ton modèle ou de ta ressource vers ton modèle, si ton DTO, il n'a pas tout ce qu'il faut pour construire ton modèle, il va jamais construire. Si ta ressource n'a pas tout ce qu'il faut pour construire ton modèle, elle va jamais réussir à le construire parce que ton modèle est déjà validé en lui-même. C'est lui qui se valide lui-même. Fait que il y a aussi ce détail-là qu'il faut vraiment prendre en compte parce que souvent, les gens ils vont dire, OK, je vais valider des null pointers au niveau des services, puis je vais valider certaines données que ça fit vraiment avec mes modèles, mais on oublie tout le temps que toutes ces DTO-là, ces objets de transfert, ils ne correspondent pas exactement à mon modèle d'affaires. Ben, c'est la même chose avec les value objects. Hein. On fait un amalgame d'informations pour la vue qu'on veut populer, mais ça ne représente pas nécessairement comment, du point de vue affaires, on a envie de découper les affaires. C'est juste qu'on présente ça dans un contexte X, puis là, ça fait plus de sens de rapprocher ces informations-là qui ne sont pas nécessairement identifiées de la même façon quand on est à un plus haut niveau d'abstraction. Mais je comprends d'où tu viens, JP. Puis moi, je l'ai vu souvent, puis c'est pour ça, je pense, que j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est que d'un, c'est pas tout le monde qui est connaissant du DDD. De deux, c'est que ça s'y prête, mais dans des contextes bien précis. Donc, de l'implémenter as is, là, c'est-à-dire que si le niveau de complexité n'est pas grand, ben, tu vas avoir à implémenter beaucoup de flexibilité un peu pour rien, comme tu dis, parce que l'application est simple ou est compliquée, mais pas complexe. Donc, c'est sûr que ça te prend un domaine d'affaires riche pour aller là, puis que ça vaille le coup. Puis, ce que tu as dit sur l'ORM, ça aussi, je suis relativement d'accord. On en a parlé dans un autre podcast avant, là, Oui. de dépendre de quelque chose qui est stable, c'est rare que ça fait mal. Donc, tu sais, de dépendre d'un ORM, l'ORM t'amène déjà une flexibilité, c'est-à-dire que normalement, il fait l'abstraction du dépôt de données qui est en arrière. Tu sais, ça peut être virtuellement n'importe quoi. Donc, tu as déjà cette espèce d'abstraction-là qui est faite. La seule nuance où moi, je me range avec Tina, puis je sais, probablement que toi aussi, là, tu me diras après, c'est que c'est quand même bien d'avoir cette inversion de dépendance-là pour garder ton domaine d'affaires complètement libre, puis Détaché, en fait, c'est ça. pas attaché, qu'il n'y ait pas de Même à la dépendance techno. vers le bas. Exactement, même la techno que je décide d'utiliser, ça doit être quand même, ben le domaine doit être détaché en fait de la techno, que j'utilise direct des requêtes SQL ou que j'utilise quelque chose qui simplifie tout ça pour moi. Moi, j'aime mieux être détaché parce que peu importe ce que je vais faire dans l'infra, je vais être détaché. Par contre, je suis tout à fait d'accord en fait avec vous autres que parfois c'est inutile puis ça ramène de la complexité. Parce que ça m'est arrivé aussi dans un autre projet que j'ai essayé de faire la même chose, du DDD dans un microservice qui n'a aucun fonctionnel, qui n'a aucune règle d'affaires. Me suis ramassée en fait à faire des mappings dans trois couches différentes parce que, genre, alors que moi, tout ce que je fais, c'est que je rentre dans le contrôleur, je transfère mon appel, c'est comme un genre de gateway de proxy qui n'a rien à faire. Puis je prends quand même la peine d'avoir mon domaine, mais finalement, j'ai fini par tout arracher parce que, genre, ça faisait pas trop de sens. Donc, oui, en effet, parfois, ça ramène aussi une complexité pour rien, là. Et tu vois ce que tu Fait viens que, d'écrire là, moi, j'aime bien dire, quand tu vois tes couches, mais que tu ne vois pas la plus-value que chacune de ces couches-là amène, c'est un signe. Tu sais, on voit ça des fois, là, tu rentres dans un service, puis là, tu as comme le contrôleur, puis lui, il fait juste déléguer au service qui, lui, va déléguer à un repository qui, lui, va, tu sais, un genre de CRUD, là, exemple, un mhm, CRUD, ben, c'est exactement ça. Tu sais. Il y a peu ou pas de logique d'affaires, puis on fait juste respecter les couches pour respecter les couches, alors qu'il n'y a aucune valeur ajoutée d'une étape à l'autre. Là. mhm, Donc, il c'est faut faire ça. attention, ça devient un semelle à ce moment-là. Genre, tout ce qui est BFF et tout ça, c'est des microservices, genre, qui font absolument rien. Ils font juste comme appeler des appels, donc je vois pas l'intérêt. Oui, ben, je l'avais observé justement avec ce pattern-là, qui peut être super utile si tu as vraiment plusieurs front-ends différents, avec des contextes différents, des règles différentes et tout. Mais si tu n'as pas ça, de mettre un BFF pour mettre un BFF, ça n'a pas de valeur. Ouais. Cool. Hey, je vois ça, là, Dynatrace versus Splunk. On n'a jamais parlé de ça encore dans le podcast. Ça, je suis super content. Bon, Bon, fait que écoute, là, c'est Ops. On a parlé
de dev. Ouais, hey, j'aime ça. J'aime ça. On a une thématique DevOps ce soir, c'est cool. Sans se rendre compte. OK, Dynatrace, il y en a qui justement, c'est le fun que tu apportes ça, Dynatrace versus Splunk, parce qu'il y en a qui pensent que c'est similaire, que ça fait plus ou moins la même chose. Ça serait le fun justement peut-être d'établir qu'est-ce qu'un, qu'est-ce que l'autre, c'est quoi leur mission. En fait, ben, les deux, quand même, c'est des outils de Ops, monitorer notre production. Moi, je préfère en fait Dynatrace depuis que je l'ai découverte. J'ai beaucoup travaillé avec Splunk. Puis Splunk, en fait, oui, tu peux avoir de l'alertage dessus. Donc, parce que dans un outil de monitoring comme ça, on s'attend à avoir du log, on s'attend à avoir des métriques et on s'attend à avoir des alertes si jamais il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment les trois choses que généralement on veut voir. Donc, tes alertes, c'est tout ce qui est problème et tout ça. Tes métriques aussi, ça peut être des métriques sur la performance, des métriques sur l'utilisation, sur la mémoire, sur beaucoup de choses. Puis après, tu as la partie log que si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben, tu vas aller regarder dans le log et ça va être beaucoup trop facile en fait de tracer tout ce qui s'est passé pour trouver c'est quoi le problème. Puis dans Splunk, en fait, tu peux faire des dashboards, tes propres dashboards à toi pour aller, mettons, tracer des métriques que toi, tu aurais sélectionnées. Il y a un petit langage qui ressemble un petit peu à un mélange HTML, XML, là, que tu peux... c'est quand même documenté sur Internet, mais tu peux vraiment bâtir des dashboards là-dessus. J'avais travaillé quand même assez longtemps avec ça, puis je trouvais que c'était vraiment puissant comme outil. Mais quand j'ai découvert Dynatrace, je trouvais que en fait, ce qu'on faisait manuellement avec Splunk, en faisant des requêtes à la main, des requêtes de sélection, en fait, quand on fait des selects, parce qu'en gros, ce qui arrive, c'est que tu as ton log applicatif qui s'en va dans DBD. C'est du MongoDB d'ailleurs qu'ils utilisent. Puis après, avec des simili SQL, c'est des requêtes un peu bizarres là, dans le langage. Mais avec ces requêtes-là, tu vas pouvoir en fait sélectionner des données dans la BD. Puis ces données-là, évidemment, c'est du log. Puis vu que c'est des données, ben, tu peux faire du traitement. Donc, tu peux compter le nombre, tu peux faire le pourcentage. Tu peux sortir vraiment quand même beaucoup de stock avec ça, mais il y a quand même un travail manuel à faire. Après, Dynatrace, tout ça que je viens de dire, ça se fait automatiquement. Tout ce que tu as à faire, c'est que les métriques sont déjà pré-programmées. Tout ce que tu as à faire, c'est créer ton dashboard puis choisir c'est quoi les métriques que tu as envie d'avoir là-dedans. Donc, le temps que ça prend, c'est vraiment d'aller choisir parmi toutes les milliers de métriques qu'ils ont. Est-ce que je veux aller plutôt sur des métriques sur la performance? Est-ce que je veux aller plutôt sur des métriques de base de données, sur des problèmes? Est-ce que je veux plutôt regarder c'est quoi les selects ou les requêtes de BD qui sont un peu problématiques parce que ça prend beaucoup de temps à s'exécuter? Puis, il y a plusieurs onglets. Donc, moi, j'aime beaucoup l'onglet problème parce que dans l'onglet problème, en fait, dès qu'il y a un problème quelconque, peu importe c'est quoi, il va te le sélectionner en rouge, puis tu vas le voir direct apparaître. Puis en cliquant dessus, tu peux aller plus loin pour investiguer c'est quoi ton problème. Donc, en cliquant dessus, tu vas te rendre direct au log. C'est quoi l'exception? Tu peux regarder toute la trace de ton log là-dedans. Fait que c'est quand même assez intuitif, disons, à utiliser. Genre, n'importe qui, c'est juste en fait cliquer sur des boutons puis aller chercher plus loin ce qui arrive. Par contre, moi, pourquoi, genre, parfois aussi, j'aime utiliser les deux en même temps? Parce que pour aller tracer dans le log puis lire et regarder c'est quoi le problème, j'aime mieux Splunk parce que dans Splunk, tu as des trace ID qui sont liées à tes requêtes. Puis les requêtes qui viennent du même appelant sont toutes liées avec le même ID. Donc dès qu'il y a une action qui se fait, puis qu'il est commune, puis que ça déclenche, mettons, un appel, puis ça s'en va vers un service, ça revient. Puis, mettons, il y a plusieurs services qui sont en marche à ce moment-là, puis qu'on doit communiquer avec plusieurs. Ben, tous ces appels-là, toute cette trace-là jusqu'à la base de données, ils sont tous liés avec un ID. Fait que quand tu as un problème, tu trouves c'est quoi la trace du log de ton problème.
Puis en faisant la recherche sur cette trace, ben, tu peux voir toute la hiérarchie de ce qui s'est passé. Ah, c'est Puis cool. en 1 minute, tu peux savoir d'où provient le problème. Parce que parfois, ça pète dans un microservice, mais finalement, ça vient d'ailleurs. Mais avec Splunk, c'est vraiment facile en fait de savoir direct c'est où. Puis aussi, tu peux faire des dashboards directs sur ces erreurs-là spécifiques. C'est cliquable. Juste avec un peu de code, tu peux rendre toutes tes métriques cliquables juste en cliquant dessus, tu as le détail. Souvent, en fait, je vois un problème. Maintenant, on a un petit incident, par exemple, de quelque chose, ça commence à capoter et tout ça. Moi, j'ouvre Splunk, je clique, oups, je sais c'est quoi le problème. Là, il faut trouver une solution. Fait que c'est quand même un outil vraiment puissant. Mais par contre, l'infrastructure, elle est coûteuse un peu, vu que c'est des bases de données, il y a beaucoup de logs là-dedans. Tu ne peux pas vraiment utiliser ça comme un outil de statistique, parce qu'au début, on avait essayé de faire ça. En gros, genre, mettons, on a une application où les gens vont s'abonner mettons, vont prendre des abonnements. Puis on va vouloir, par exemple, le nombre d'abonnés, mettons, par mois ou peu importe. Que là, on a commencé à bâtir des dashboards, les nombres d'abonnés à toutes ces choses-là qu'on propose. Mais vu qu'on fait le ménage dans les BD, ben, tu n'as jamais le chiffre exact. Donc, si on prévoit faire des statistiques, il faut prendre un outil spécifique qui est fait pour les statistiques. Il ne faut pas prendre un outil de monitoring parce qu'on avait fait cette erreur-là. Mais en ce qui concerne le log, puis l'alertage aussi. Genre, tu mets une alerte en place, puis dans l'alerte aussi, c'est un bout de code que tu vas écrire. En gros, tu vas sélectionner sur quoi tu veux baser ton alerte, puis comment elle va rouler. Est-ce qu'elle va rouler 24 sur 24, puis quand est-ce que tu vas recevoir l'alerte. Moi, généralement, je la mets sur un problème, mettons, sensible, puis je la mets que dès qu'il arrive, je reçois une alerte. Généralement, tu reçois un courriel, puis dans le courriel, tu as même le détail de ce qui s'est passé. C'est Puis c'est génial. cliquable aussi, tu as un lien vers le détail et que tu t'en vas là-dedans, puis généralement, tu reçois ça la nuit, le jour, peu importe, puis tu as le temps en fait de réagir avant même que l'utilisateur réclame quoi que ce soit. Mais Dynatrace, par contre, tout ce qui est métrique, tout ce qui est dashboard, t'as rien à faire là. Si tu as ton infrastructure d'installer, puis tu as ton outil, tu t'en vas là-dedans. Si tu as accès à ces métriques-là, ben, tu as accès à toutes les vues en fait qu'elle propose, puis tu peux en ajouter. Fait que d'après toi, mettons un scénario idéal pour Dynatrace, puis un scénario idéal pour Splunk, pour montrer un peu Mhm. dans quel contexte chaque outil peut être le plus pertinent puis le plus utile, ça serait quoi? Un scénario simple. Ok. Ben, en gros, mettons, on veut savoir, on a des problèmes, par exemple, d'utilisation de la mémoire. Souvent, on va dire, on a un système qui transfère des fichiers, et parfois il y a des fichiers volumineux que le disque peut atteindre sa limite un peu. Moi, je préférerais mieux Dynatrace parce que au lieu de me battre avec le log dans Splunk pour trouver la métrique, ben, dans Dynatrace, c'est un tableau, puis il te dit, ben, tu as atteint 99% de ton disque. Fait que Slack un peu, il va même te le faire en rouge, en fait. Quand ça dépasse certaines métriques, genre, c'est tout automatique. Mettons, le CPU, c'est la même chose, la RAM, peu importe. Toutes ces métriques-là, elles sont là. Puis après, en ce qui concerne la base de données aussi, j'aime beaucoup ça parce que c'est automatique. Puis tu peux voir, mettons, tu as un select, genre, le lendemain, ben, il va te le flaguer. OK. C'est instantané, il va te dire, genre, ce select, il est bizarre un peu, même si c'est pas toi qui l'as fait. Mais par contre, mettons, quand j'ai des petites erreurs 500, par exemple, par-ci, par-là, puis que j'ai envie d'investiguer, j'aime mieux Splunk parce que je trouve que c'est plus facile d'investiguer dans le log de Splunk. Pourquoi, en fait, je dis ça? Puis maintenant, parce que ça dépend de si on utilise, on a un genre je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ce que ça fait, c'est que ça prend tout le log qui est en texte brut, ça le transforme en JSON. Puis dans Splunk, quand on affiche, au lieu d'afficher du log brut, du texte brut, ben, tu vas avoir des beaux objets JSON. Puis dans ces objets JSON, par exemple, ta stack, tu vas avoir genre erreur.message, erreur. Tu vas tout avoir le détail point statut. Tu vas tout avoir dans des beaux objets que c'est beaucoup plus facile à manipuler et beaucoup plus facile à,
en fait, à travailler avec que OK. juste avant. Tandis que dans Dynatrace, ben, tu as juste du texte brut, puis c'est ça. Parce qu'on dirait qu'il n'est pas fait pour investiguer dans le log, mais il est fait pour utiliser les outils qui viennent avec, qui sont déjà implémentés avec, tandis que Splunk, c'est plus tout le log qu'il y a là-dedans. Ça, hein. Donc, plus le Splunk se nourrit. Ben, de ce que j'en connais, là, c'est ça. Il shine vraiment Splunk là, quand tu arrives dans un contexte distribué. Où est-ce que tu vas faire justement l'agrégation de tous ces logs-là? Puis là, tu vas pouvoir, comme tu disais tantôt, avoir de la traçabilité là, de tout ton appel, même si ça ne s'est pas tout exécuté dans le même espace local. Tu sais, c'est Mhm. distribué. Donc, ça va faire justement attacher tout ça via ce ID-là. Puis là, tu vas pouvoir voir la trace au complet, puis savoir par où c'est passé, puis c'est quoi qui est le problème. Donc, quand c'est plus applicatif, j'ai l'impression qu'il shine, il est plus mis en valeur à ce niveau-là. À la Dynatrace, par contre, ça, tu vois, je connais, j'ai travaillé sur plein de projets où il l'avait, j'ai jamais eu à jouer avec. Ce que je comprenais, c'était qu'il fallait quand même que tu insères des trucs dans le code, que tu l'attaches un peu partout pour C'est il Splunk. pompe des métriques. C'est Splunk, en fait, qui fait ça. En gros, Splunk, en fait, c'est qu'il ramasse le log applicatif de ton application. Oui. Donc, à part tes erreurs qui sont loguées automatiquement, ben, le reste que tu aimerais loguer comme des messages d'erreurs, des validations, parfois on va pas tout péter les erreurs qu'on a, on va quand même les catcher puis on va faire quelque chose avec. Mhm. Mais si tu veux quand même la catcher, mais que tu veux quand même savoir que ça s'est produit, il faut laisser une trace. Fait que c'est là qu'on va aller loguer des choses nous-mêmes, qu'on va tout Oui. retrouver là-dedans. Mais oui, c'est vraiment du log que nous-mêmes, on aurait mis, ou sinon, ça va être du log applicatif qui, de base, qui vient avec les erreurs et tout ce qui se produit, mettons des appels et tout ça. Mais souvent, ce que je fais, c'est que moi, dans mon application, dès que je vois un bout qui m'intéresse, que j'aimerais voir sa trace après dans le log, je vais insérer un petit log avec une chaîne de texte significative. Puis vu que c'est du texte, bah, la recherche est beaucoup plus facile de dire, OK, moi je cherche ce texte en particulier là-dedans, puis il va te chercher tous les messages qui contiennent ce bout de texte. C'est comme ça que je bâtis mes dashboards. Donc ça Cool. commence vraiment à partir du log. Puis dans le cas de Dynatrace, il s'attache comment, lui, à l'application? Dynatrace, en fait, c'est automatique. Pour vrai, c'est pas le log qu'on va mettre dans l'application. C'est vraiment, ça ramasse tout le log, puis ça ramasse aussi l'utilisation du CPU. Je sais pas comment ça fait exactement techniquement en arrière, mais je sais que ça ramasse toute l'information, tout ce qui concerne l'utilisation, aussi la charge, aussi la performance. Parce que maintenant, avec Splunk, pour voir la performance, t'as pas le choix de faire des selects bizarres avec des regex pour dire que moi, j'ai envie de calculer la moyenne de temps de réponse de chaque endpoint, par exemple. Tandis que Dynatrace, ça le fait automatiquement, en fait. C'est que tu as des dashboards qui calculent automatiquement les temps de réponse, les temps d'attente, pas mal de métriques. Pour vrai, il y en a vraiment beaucoup. Il faut juste la chercher, mais t'as pas à rien loguer. Ça utilise direct l'utilisation de l'application à temps réel par contre. Genre, t'as pas vraiment d'historique. OK. Ça se passe à temps réel. En fait, tu as quand même un historique, mais il faut aller sélectionner la plage horaire que tu as envie d'avoir. Toi, JP, tu as joué un peu avec ça? Tu es sur mute. On t'entend pas, JP, tu es sur mute. JP, t'es sur mute. Ça me rappelle est-ce qu'il nous entend? Je pense que Ah, je vais lui écrire non, un non, il nous message. entend. Mais regarde, au pire, quitte l'appel puis reviens. Je vais couper ça au montage. Non, c'est ça. Moi, tant qu'à faire une petite pause, moi, ça fait longtemps là, quand on m'avait expliqué un peu comment ça marchait dans la trace. Puis ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait quand même que tu insères des espèces d'appels dans le code pour dire je veux passer par ici, je veux déclencher. Pas comme des logs, mais vraiment comme attaché dans la trace. Puis là, ce Hey, que je JP. comprends, là, c'est ça se promène plus probablement, il analyse ce qui se passe au niveau de la JVM, du bytecode, ou je ne sais trop quoi, puis il s'attache de cette façon-là. Oui, je me rappelle que j'avais cherché là-dessus un petit peu parce que je voulais faire des métriques un peu personnalisées qu'il n'y avait pas là-dedans.
Mais c'est vraiment pas à partir du log application. C'est pas à Oui, partir non, du ça, log que nous, c'est on ça. aurait fait. C'est vraiment, ça va aller regarder ce qui se passe dans ton application à Exact. temps Ouais, réel. c'est ce que je comprenais aussi. JP, t'es-tu Mhm. Est-ce que en tu voix? m'entends? Oui. Yay, je suis OK. contente. Vas-y, dis-nous. Non, je n'ai pas utilisé ces affaires-là. C'est pour ça que j'écoute beaucoup. En plus, j'étais sur comme un mute. Mais c'est parce que toutes les places que j'ai travaillées, Dynatrace, je sais que ça a été utilisé à certains endroits, mais les développeurs n'avaient pas accès. Fait on n'avait jamais aucune idée de ce qui se passait dans le système. Puis là, je travaille dans AWS. On utilise CloudWatch pour beaucoup de choses. Puis eux autres, ils ont X-Ray, je pense, qui est utilisé à l'interne, qui prend les appels puis qui va tout mapper, qu'est-ce que ton appel a communiqué, toutes les communications qu'il a faites, puis te donner des métriques dessus. Mais c'est dans ma liste de choses à faire présentement de me lancer là-dedans. Tellement de choses à apprendre. Hein? C'est ça Ah, qui est beau, man. tu vois. Puis regarde, moi, j'approche le 20 ans d'expérience. JP, t'en as plus que ça. Il y a tout le temps des choses à apprendre. Puis moi, ce que j'aime, là, c'est que je suis rendu à l'aise. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais complexé de dire que je ne connaissais pas quelque chose parce que je ne voulais pas avoir l'air pas bon ou pas connaissant ou peu importe. Maintenant, je suis à l'aise. Tu Oui, sais, c'est le fun, ça enlève un stress. ben Tu oui. sais, souvent, moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'en vois qui sont encore pris avec ça. Ouais. Puis là, ils veulent pas admettre. Ils veulent pas admettre. Tu sais, exemple, un truc qui est dur à admettre, je trouve, là, c'est de ne pas savoir faire des tests unitaires, de ne pas savoir faire du JUnit. C'est comme si il y a un tabou. Tu sais, les gens, ils savent qu'ils devraient, mais ils ne savent pas comment, puis ils n'osent pas admettre, puis il y a comme un malaise, puis il n'y arrive pas. Pourtant, tu sais, si tu demandes à quelqu'un qui a grandi à Chibougamau, parles-tu bulgare? Il va te dire non. Puis il ne sera pas gêné. C'est normal, il ne parle pas bulgare. Tu comprends? Moi, au contraire, genre, j'aime ça découvrir des choses que je connais pas parce que c'est là l'occasion, genre, d'ailleurs, je salue Jeannot, là, mon directeur, mais en gros, c'est là que je dis, ah, je pense que c'est le moment qu'il me paye une formation, là. Fait que c'est le moment d'en profiter, là. Fait que, genre, je l'appelle et je connais pas ça, je dois faire une formation à 2000 $. Non, c'est pas vrai. Cache le cache. J'avais un copain, moi, que sa question d'entrevue, parce qu'on a tous un peu des questions d'entrevue quand tu les fais, puis lui, sa question d'entrevue, c'était comment ça marche un téléphone? Comment ça fonctionne un téléphone? Puis il dit, là, tu reconnais les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, puis qui vont te dire, je n'ai aucune idée. Au gars qui va t'inventer des affaires, là, c'est hallucinant. Des fois, il racontait des choses sur comment fonctionne un téléphone, puis tu écoutais ça, puis tu faisais comme, oh merde, non. À chaque mot qu'il dit, il est en train de prouver que s'il se fait poser une question technique sur quelque chose, il va toujours trouver une réponse. Ah ouais. Farfelu des fois. Mais tu vois, moi, j'aime l'hybride. J'adore la personne qui va arriver puis va dire d'emblée, je ne connais pas ça. Mais après ça, pour voir comment la personne réfléchit, j'aime bien quand la personne dit, OK, mais je ne connais pas ça, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Ça, c'est oui, le meilleur exact. des deux mondes, je trouve. Parce Oui. que là, tu vois sa façon de réfléchir, d'envisager un problème, d'essayer de comprendre, tout comment il analyse les choses dans sa tête. Moi, je trouve que j'en ai fait passer beaucoup des entrevues, moi aussi, puis c'est mon bout préféré. De voir justement la personne, est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle est humble, est-elle capable de reconnaître qu'elle a ses limites, qu'elle va être capable de le dire devant l'équipe, puis d'avoir cette vulnérabilité-là, de dire, ben, écoute, ça, je ne connais pas ça. Puis après ça, de dire, ben, hey, par exemple, je ne connais pas ça, mais je connais telle affaire, puis avec ces connaissances-là, je pense que je suis capable de dériver ça. Est-ce que je suis bien loin de la cible? D'utiliser, autrement dit, ton bagage pour essayer d'apporter quelque chose de constructif en même temps. C'est des questions comme. Il y a toutes sortes de questions. Moi, c'est les questions d'opinion. Là. Je demande à quelqu'un de donner son opinion sur quelque chose. Ça, c'est ça qui me fait le plus triper. Puis je ne veux pas entendre quelqu'un qui est d'accord avec moi, je m'en fous. Là, qu'est-ce que tu penses des tests unitaires? Mon opinion est assez carrée. Puis d'habitude, des réponses. Il y a des choses qu'on peut dire sur les tests unitaires qui ne sont pas juste entièrement positives, right? Tu peux dire, ben, des fois, ils sont durs à maintenir, puis tu peux faire ça. Fine. Ça veut dire que c'est là que tu es rendu. Je trouve qu'on manque.
c'est quelque chose que les gens ont souvent peur de se lancer dans des grosses opinions. Puis dans le fond, ça ne devrait pas être si grave que ça du moment qu'ils sont flexibles dans leur façon de voir les choses. As-tu des questions d'entrevue que tu aimes ça? Moi? Oui. Et moi, souvent, je pose la question si le gars ou la fille aime manger du sucre. OK. OK. Parce que s'il n'aime pas manger du sucre, c'est sûr qu'il ne fit pas dans l'équipe. Fait qu'après, on passe genre aux choses techniques. OK. On pense aux choses sérieuses à faire. Ah ouais. C'est bon, ça. Mais tu ris, mais c'est tellement important, là. C'est quand tu passes une entrevue, tu vas avoir quelqu'un dans l'équipe. S'il y a, il y a déjà une culture elle est forte, est installée, tu veux savoir si cette personne-là va arriver et va bien se sentir là-dedans. Ben, c'est donnant-donnant. C'est pas juste nous, est-ce qu'on va être bien avec lui, c'est est-ce que cette personne-là va être bien avec nous aussi. Ouais, Valider ça en entrevue, c'est hyper important. Là, tu pognes un gars qui est keto puis qui commence à te parler de tout ce que tu as fait. Tu fais de croche avec ton pancréas à cause que tu manges pas keto. Ça va être. C'est sûr, regarde, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, ça peut dégénérer rapidement, mais règle générale, je pense que ça fait des bonnes discussions, puis c'est cool pareil. All right. Mais c'est ça. Moi, Dynatrace, Splunk, plus particulièrement Splunk, là, que j'ai un peu à travailler là, dernièrement avec, là, je trouve ça tellement hallucinant, tellement génial, parce que ça te donne des yeux. Tu sais. Puis quand tu n'as pas... Moi, j'ai jamais été du côté Ops, tu sais, à part... comment dire, que je suis un développeur qui est habitué d'installer ces choses, configurer ces choses, tout ça. Mais je n'ai jamais eu à opérer. J'ai fait rarement des mises en production parce qu'on était tout le temps sur des... J'ai tout le temps été sur des gros programmes, gros projets où est-ce que, justement, tu avais l'équipe. Souvent, là, c'était typique, là, surtout avant 2010, tu avais l'équipe de développement, l'équipe de QA, l'équipe de ci, l'équipe de ça. Là, Ce qui n'est plus le cas maintenant, heureusement. La plupart du temps, je te dirais, mais ça varie énormément. Même à l'intérieur d'une même compagnie, je te dirais. Dans le dernier institut où j'étais, justement, moi, ma job, c'était de faire du coaching. Coaching agile, coaching DevOps et tout. Puis on allait dans les équipes sur des fenêtres de 3, 4, 5, 6 mois. Puis, on faisait une espèce d'état des lieux, comment ça se passait, où est-ce qu'ils en étaient rendus. Puis, on repartait de où ils sont. Puis là, on trouvait une espèce de... On établissait avec eux une stratégie de transformation pour voir c'était quoi les prochaines étapes pour eux, pour devenir plus, dans le fond, s'en aller dans le mindset DevOps. Puis, il y a des gens qui partaient très loin, puis il y en a d'autres qui étaient très avancés à l'intérieur de la même vice-présidence même. Donc, tu sais, ça peut dépendre beaucoup de ton expérience, dépendamment de où tu vas atterrir dans une compagnie. Oui. Mais bref, Splunk, c'est ça donne des yeux. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de mise en prod, mais j'en ai fait assez pour savoir que quand tu n'as pas des bons logs, c'est comme si tu étais aveugle. T'es foutu là, même en dev en fait. Même en local sur mon ordi perso, si j'ai pas de log, tu peux pas vraiment aller plus loin quand tu arrives à un certain niveau que tu as besoin de regarder ton log puis ce qui se passe là. Puis c'est la même chose pour la prod en fait. Si tu veux la maintenir puis tu veux éviter les gros problèmes, les gros incidents, c'est beaucoup mieux d'avoir cet œil sur la prod, ce qui se passe. Puis après, si tu as un petit problème, tu vas aller investiguer pourquoi tu as ce problème-là, puis essayer de le régler avant d'avoir un incident. Il y a ça, puis en fait, les problèmes, par exemple, de performance, aussi de mémoire, souvent, quand tu regardes, hey, mon disque, j'ai juste mis de gigs, mais finalement, je devrais peut-être en mettre plus parce que c'est tout par là que tu vas le découvrir au lieu que finalement, un jour, tu as un incident que c'est trop tard, là. Ben oui, puis tu peux faire de la prévention éventuellement, puis automatiser ça, avoir des déclencheurs d'alerte pour dire, hey, justement, tu parles de disque, là, attention, le disque commence à être plein. Donc, au lieu d'être en mode réactif tout le temps, tu peux être proactif puis avoir ces mécanismes-là en place grâce à des outils comme Splunk puis comme Dynatrace pour éviter des pannes, éviter des situations fâcheuses. On peut voir venir avec ça. Mais il y a aussi un détail là-dessus là, que je trouve vraiment pertinent. C'est que aussi parfois quand on met des bouts dashboard en place, on peut juste aussi savoir en fait c'est quoi le comportement des utilisateurs parfois. Je me rappelle qu'on avait mis un système d'abonnement, mais que en fait, c'est que tu t'inscris à ce système, puis après tu t'abonnes à des choses qu'on proposait.
Mais les utilisateurs, ils n'avaient pas compris parce que l'interface était un peu mal faite, du sorte que l'utilisateur, il va s'inscrire, puis en s'inscrivant, il prend pour acquis qu'il s'est abonné. Hmm. Mais non, mais c'est par Splunk, c'est avec un dashboard, on faisait le nombre d'abonnés versus le nombre d'inscrits, puis on voyait que tout le monde s'inscrivait, mais très peu complétaient l'abonnement. Puis c'est là qu'on a dû en fait refaire l'interface, puis qu'on a dû envoyer des courriels à ceux qui se sont inscrits. On avait fait ça, on a cherché tout le monde, puis on les avait avertis que non, finalement, il faut continuer le processus. Et puis c'est quand même assez, c'est utile dans ce sens-là aussi. Ben oui, tout à fait. Mais tu sais, d'avoir des logs, c'est une chose, mais d'avoir des bons logs, c'est encore mieux. Puis ça, tu le vois, tu sais, quand tu lis les logs, puis tu as de la misère à faire du sens de ce que tu vois parce qu'il y en a trop, c'est pas clair, c'est pas bien expliqué. Je pense que tous les devs devraient, puis toi, tu t'en sers, tu dis en développement, là, mais moi, moi, le premier, j'ai été longtemps à même pas regarder les logs parce que j'avais mon débugger, parce que je pouvais faire pas mal tout ce que je voulais avec mon IDE. Mais tous les devs devraient avoir au moins une fois à investiguer un problème en production pour comprendre la douleur que tu as quand les logs, c'est pas des bons logs. C'est horrible, là. Tu te sens impuissant. Impuissant. Oui, et voilà, à l'unisson, on a fait un accord. Oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait ça, parce que tu as l'impression que tu n'as rien pour investiguer. Ben, on le sait, en prod, hein, on ne peut pas mettre un breakpoint là, pour aller voir Non. ce qui se passe. Non. Les systèmes sont de plus en plus distribués, fait que ça devient vraiment difficile de trouver ton information. C'est jamais juste dire « Ah, je vais juste regarder ce nœud-là. » C'est particulier. Mhm. Il vous reste encore un petit peu d'énergie pour parler de CI/CD? On peut aller très juste pour compléter Bon, on le se garde ça pour une DevOps, autre là. fois. Ou sinon, oui, on pourrait faire ça. C'est comme vous voulez. Là, on approche les 1h45. Là, fait que je sais que d'habitude, le niveau d'énergie commence à descendre un peu. Fait que si vous en reste, moi, je suis partant. Si vous voulez qu'on se garde ça pour la prochaine fois, ça peut être comme ça aussi. Pascal, il aime ça, le CI/CD. Ah ben oui. Ben oui, j'adore ça, le CI/CD. Ben, en fait, on pourrait juste faire compléter la boucle avec ça, puis... C'est bon. On te suit là-dedans. OK. Mais en gros, en fait, c'est que moi, je vois pas de DevOps sans CI/CD. Pour moi, DevOps, ça vient vraiment avec ça. Parce qu'avoir un pipeline automatisé qui va te permettre, en fait, d'aller d'un environnement, d'aller de ton poste local jusqu'en prod, c'est quelque chose pour moi de primordial, en fait, pour être DevOps, tout à fait. Donc, c'est ça. Puis le pipeline, généralement, il faut quand même qu'il respecte certaines normes. J'aime ça qu'il soit très simplifié parce que j'ai vu souvent quand on essaye en fait de le rendre trop générique, peur qu'on fasse genre un seul pipeline qui va être utile pour tout le monde avec des configurations. J'aime pas beaucoup ça. J'aime mieux que les devs maîtrisent faire du pipeline. Si jamais il y a des problèmes, ils vont pouvoir les régler au lieu de tout le temps se référer à quelqu'un qui maîtrise vraiment le pipeline. Donc, il faut au moins un élément ou deux éléments dans l'équipe maîtrise moindrement le pipeline qui puisse en fait régler les petits bobos par-ci par-là quand il y en a. Puis après, c'est sûr que tu as des jobs aussi qui sont inévitables si tu veux avoir un bon pipeline, mettons l'analyse des statiques. Tu as aussi le gating aussi, s'assurer que ce que tu envoies en prod respecte bien la norme ou la cible que tu avais déterminée. Puis après, tu as tout ce qui est gestion des artefacts, tout ça, que ce soit pour l'environnement de dev ou même s'il y a des environnements comme QA certif. Puis après, tu as aussi l'environnement de prod. Donc, c'est pas mal ça. Je trouve que c'est quand même assez simple à faire quand on comprend. Il faut juste s'efforcer en fait à faire un pipeline vraiment simplifié. Parce que j'en ai fait des complexes en essayant de généraliser pour tous les microservices que j'ai. Puis j'en ai fait des plus simples pour chaque contexte. Puis je trouve que en faire à chaque contexte, c'est un plus simple, un plus petit qui répond juste à mon besoin actuel que je déploie, que je m'assure que mes trucs sont respectés, puis que ça s'en va en prod quand je clique. C'est parfait, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est sûr qu'il y en a ceux qui veulent que ça soit généralisé pour tout le monde, mais ça, c'est des manières de voir, là. Ben, il y a plusieurs écoles de pensée. Je ne suis pas un gros fan de faire un pipeline qui marche pour tout le monde, justement parce que le contexte change.
Puis parce que tu essaies de... Ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, tu te mets à faire des pirouettes des fois pour satisfaire tous les services, quand ça serait beaucoup plus simple de juste dire déploie-toi comme ça, va te copier sur Kubernetes de même, déploie-toi dans le cloud comme ça. Il y a d'avoir une grosse patente. En général, ça ne fonctionne pas bien. On avait eu des discussions aussi déjà sur le fait que d'avoir un pipeline server central qui est géré par une équipe qui est forte, qui fait ces affaires-là, que ce n'est pas souvent ce que les développeurs ont besoin. Parce que justement, les développeurs, ils ne veulent pas se battre avec des problèmes d'abstraction de pipeline. Ils veulent regarder leur affaire et regarder si leur affaire est simple à déployer, pas si elle est simple à déployer dans le pipeline. Plus tu le gardes simple, plus ça va ressembler à ce qui va aller en prod, plus ça va marcher comme il faut. Il faut que ça soit proche de ce qui devrait s'en aller en prod quand tu rentres dans ton pipeline. Toute la description des étapes, ça devrait presque être un livre de recettes. Oui, j'ai une question difficile pour vous deux. Puis il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse parce que c'est ça la beauté des questions difficiles. Vous la voyez où, vous autres, la ligne entre où est-ce que l'intersection, où est-ce qu'il se situe l'intersection entre les deux mondes, le dev et le ops? Donc là, tu disais, toi, Tina, tantôt, là, tu veux avoir tes devs qui soient à l'aise de faire des pipelines et tout. Il y en a d'autres qui pourraient dire, ben non, moi, j'aime mieux que les pipelines soient faits. Il faut qu'ils sachent les configurer, il faut qu'ils sachent, comment attacher tout ça, mais de créer les pipelines, de connaître les différentes étapes, j'aime mieux que ce soit mes ops qui feront ça. On la trace où, la ligne? Ben, c'est difficile comme question, mais pour être honnête, moi, j'ai toujours aimé comprendre tout ce qui a rapport avec les deux parties Dev et Ops parce que c'est deux parties pour moi qui vont ensemble. C'est sûr que si tu développes une application, tu t'en vas pas en prod, c'est comme si tu l'as pas développée. Puis si tu t'en vas en prod, puis que ça crache, puis que ça a des problèmes aussi, c'est comme si t'es pas en prod, ou même ça serait mieux de pas la faire du tout. Donc pour moi, c'est vraiment deux parties qui sont en commune, puis j'aime mieux aller du bout en bout. Genre, je fais mon dev, puis je vais jusqu'en prod, puis que je m'assure que ma prod est bonne. C'est pour ça, c'est là que ça vient en fait le principe de chaque équipe, mettons, développe un produit qui lui appartient, puis s'assure de la maintenance de ce produit. C'est sûr que ça s'applique pas dans tous les contextes, mais si j'ai à choisir entre développer juste des choses puis laisser la prod pour quelqu'un ou avoir un produit et être responsable dessus, moi j'aime mieux être responsable sur mon produit de A jusqu'à Z. Tout à fait Donc, d'accord. Mais je vais rajouter une petite twist à ça. Moi, où je voulais en venir, c'est plus, les ops ont certaines responsabilités. Ils ont un backlog de choses à faire pour mhm, ops. Les devs ont un backlog de choses à faire fonctionnel pour les devs. Puis on a comme des tâches qui sont un petit peu dans les limbes au milieu, puis qui sont cette intersection-là. C'est ça pour moi le DevOps, c'est-à-dire hmm, le rapprochement entre les deux, de dire, ben, OK, moi j'ai cette partie de responsabilité-là qui s'attache à ta partie de responsabilité ici. Puis là, ben, où est-ce qu'on la trace, cette ligne-là? Qui est responsable de quoi? Puis jusqu'où le dev doit aller? Exemple, un dev, est-ce qu'il doit savoir comment configurer un pass, exemple? Ou non, ça, ah, c'est plus la job des ops. Il doit savoir opérer un pass, par contre. mhm, Donc, où exactement. est-ce qu'on la met, cette ligne-là? Je Pas crois facile, hein? que ouais, c'est vraiment difficile. Mais en fait, pour ma part, j'aime mieux en moins ramener ma solution en prod. Après, c'est sûr que m'occuper de l'infrastructure, parce que s'occuper d'un pass et tout ça, c'est plutôt de l'infra, c'est pas trop mon truc. Peut-être qu'il y a des devs qui aiment ça. Mais je crois qu'un dev, il doit ramener sa solution, il doit la développer puis la ramener en production. Peut-être au moins la monitorer un petit peu les premiers temps. Puis après, l'équipe de Ops peut prendre le relais. Mais dire qu'un dev, il n'a pas à faire du CI/CD ou son pipeline, ou il n'a pas à créer ses services ou à s'assurer que tout est bien créé, je trouve que c'est pas correct non plus. Là, genre, il faut quand même qu'il maîtrise tout cet aspect-là parce que c'est important. Toi, JP? Moi, je vais te donner la réponse de Pleut. Le plus possible. Le développeur devrait aller le plus loin possible jusqu'au point où il est plus confortable. Si tu mets une limite, on ne dépassera jamais cette limite-là. Est-ce que je pense qu'un développeur devrait être capable de monter une VM? Oui, il devrait être capable de le faire. Est-ce qu'il devrait être capable de configurer les interfaces dessus? Oui.
Et moi, j'ai un biais fort là-dessus parce que j'ai été sysadmin pendant genre 7 ans avant de faire du développement. Fait que ça ne m'intimide pas, ces affaires-là. Mais ça veut aussi dire que si tu mets une limite, je trouve qu'en quelque part, tu es en train de contraindre tes développeurs à. Ben, là, je dis contraindre, mais dans le fond, c'est que tu les déresponsabilises complètement. Ils ne se rendent même pas compte des fois que leur solution a un problème parce que tu ne les laisses même pas aller voir de l'autre côté comment les choses vont se faire parce que tu dis, ah non, ça devrait juste être des ops. Fait que je pense que la limite, ça devrait être le plus loin possible jusqu'à temps que ça fasse mal. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu arrives et tu dis, OK, je ne comprends pas comment un SAN fonctionne, puis je ne vois pas les conséquences de mettre ça sur un disque ou quoi que ce soit. Ça, j'ai de la sympathie pour ça. Puis à ce moment-là, il devrait dire, ben là, je suis vraiment plus capable. J'ai été le plus loin que je pouvais. J'aime ton concept de ne pas mettre de limites pour ne pas bloquer les gens dans leur apprentissage. Par contre, moi, là où je le voyais avec des limites, c'est que à un moment donné, il y a des responsabilités, right? Puis si les responsabilités ne sont pas claires, ben, quand c'est la responsabilité de tout le monde, ça devient la responsabilité de personne. C'est vrai. Fait que c'est là où j'essaie de faire la part des choses puis de dire, ben, je ne veux pas empêcher personne, mais en même temps, il faut quand même savoir qui va faire quoi. Donc, quitte à avoir une espèce de shadowing qui se fait, comme tu dis, puis qu'il veut aller un peu plus loin, puis à ramener de l'autonomie parce que dans le contexte, cette application-là, ça vaut la peine pour l'équipe d'aller un peu plus loin, puis d'avoir ces expertises-là, plus Ops. I'm all for it, man. Il y a pas, let's go, on y va. Mais parce que dans une équipe DevOps, on est censé avoir tous les éléments là-dedans, donc ils travaillent conjointement. Fait que, genre, mettons, moi, je maîtrise un peu plus le dev, mon collègue maîtrise un peu plus le ops, mais les deux, on maîtrise quand même aussi les deux choses comme peut-être moindrement, là. Donc, on peut quand même se compléter, mais tout en étant ensemble, au lieu de juste envoyer, mettons, à une autre équipe tout à fait différente, à maintenir la prod, parce que quand il y a des problèmes, c'est celui qui a développé qui est plus au courant de c'est quoi le Tout à fait. problème. Tout à fait. Exact. Non, je vous l'ai dit au début, c'est pas facile à répondre parce que c'est énorme comme question. Là. Je veux dire, il y a tellement, tellement de choses à comprendre en informatique. Là. Si on prend juste un langage, c'est énorme. Si tu prends après ça des niveaux, tu te sors un peu de ça, puis là, tu vas aller sur la réseautique, la sécurité, les bases de données. Tout ça, c'est des expertises, c'est des métiers. Il y a des gens qui étudient à l'université pour apprendre ces choses-là, là, à la limite. Oui. Fait que ça devient un peu impossible d'être bon dans tout. Donc, je pense que d'y aller en mode mentorat, quand tu dis exemple, là, ben, la base de données pour nous, là, c'est très core dans l'application qu'on fait. C'est important d'avoir un DBA proche pour que notre équipe de dev puisse se faire challenger, apprendre, puis prendre plus justement d'expertise de ce côté-là. Ben oui, tout à fait. Mais en bout de ligne, la performance de la BD, les query plans, tout ça, est-ce qu'ils vont se rendre jusque-là? Certains, oui, peut-être pas d'autres, mais la responsabilité que la BD soit efficace, ça va être quand même sur les épaules du DBA, right? Oui, mais je trouve ça malheureux, puis je trouve que ça rend des gens extrêmement défensifs après quand ils vont dire des choses. C'est plus facile de dire non dans des circonstances comme ça. Tu comprends? C'est dans un contexte où tu dis c'est sa responsabilité à lui. Ça veut dire si ça pète, c'est lui qu'on va blâmer, mais dans le fond, c'est. Non, moi, je comprends que tu l'analyses comme ça. Je me suis mal exprimé, mais je vais le prendre avec quelque chose de plus simple qu'on va tous les trois vraiment comprendre. Là. Okay. Un tech lead. Pour moi, un tech lead, il ne devrait pas être imputable de toutes les décisions qui sont prises nécessairement parce que c'est des décisions de groupe. Ça devrait être des décisions de groupe. T'sais, si quelqu'un, le tech lead, il fait bande à part, il veut faire le super-héros, puis il prend toutes les décisions, il ne consulte pas l'équipe, ben oui, il se trouve à être imputable parce que c'est juste lui qui a pris la décision. Par contre, ça fait partie de sa responsabilité de trancher. C'est-à-dire que si l'équipe est partagée, il pèse le pour et le contre, puis on n'arrive pas à un consensus parce que c'est 50-50 les opinions, bien, ça prend quelqu'un qui va être responsable de faire un call à un moment donné. Puis moi, c'est comme ça que je le vois un peu le tech lead. C'est pas lui qui doit tout décider, mais
quand on n'arrive pas à avoir un chemin clair, mais ça reste quand même lui ou elle qui a, dans le fond, cette, je ne veux pas dire autorité, mais je vais y aller avec le mot responsabilité de dire, ben, OK, faut faire un choix. Ouais. On a entendu les arguments de tout le monde. J'ai le feeling, avec mon expérience, tout ça, qu'on devrait essayer ce chemin-là. On s'entend-tu là-dessus, tout le monde? On y va, go. Ouais. Ben, c'est lui qui va trancher, quoi. Exact. Puis, si on reprend ça, puis on ramène ça dans mon autre exemple de tantôt, c'est un peu la même affaire quand je dis que, tu sais, les expériences qui sont, les expertises plutôt qui sont un peu transverses, comme la sécurité, tu sais, on va pas se mentir, on n'a pas un expert en sécurité dans toutes les équipes, là. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas assez d'experts en sécurité à Montréal pour avoir un expert en sécurité dans toutes les équipes. Donc, il y a des compétences comme ça qui sont transversales. Maintenant, d'utiliser ces gens-là comme des mentors, comme des consultants qui viennent dans les équipes pour monter en expertise les gens, les rendre plus à l'aise avec certains concepts, d'avoir un bare minimum qui est respecté, puis être là pour trancher sur les décisions dans lesquelles ils sont les experts, mais on consulte tout le monde justement pour savoir, peut-être que la décision que tu t'apprêtes à prendre, même si c'est d'un point de vue sécurité, ça fait plein de sens. Peut-être qu'on a des contraintes techniques en ce moment avec les choix de design qu'on a fait, puis ça ne va pas s'arrimer comme il faut. Peut-être qu'on doit s'ajuster. Il va quand même trancher parce que c'est son domaine. Il va faire sa recommandation. Puis si après ça, il faut escalader, on escalade parce que ça ne marche pas, mais ça va être quand même cette personne qui va prendre la décision. Mais il faut qu'il y ait consensus avec tout le monde. En tout cas, moi, je trouve, parce que sinon, tu n'utilises pas l'intelligence collective. Tu te prives d'un paquet de points de vue qui vont finir par te donner la meilleure solution ou le meilleur compromis. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, pas JP, Pascal, tu m'as prise au dépourvu avec ta question. Ah, je m'excuse. Il pense encore, est encore en train de réfléchir dans sa tête. Je vais passer la nuit à réfléchir à ça. Non, c'est pas vrai. Ouais, non, mais là, je t'ai ouvert une petite porte dans mon cerveau, là. C'est le genre de truc qui tourne tout le temps. Parce que j'aime bien être capable de classer les choses dans les boîtes, de me dire, j'ai réfléchi assez à ça pour comprendre, puis de me faire une tête, puis ça devrait marcher comme ça. Puis je suis toujours je suis toujours prêt à réouvrir ma boîte et à réexplorer la patente. Mais juste pour avoir cette paix d'esprit-là, puis dire, OK, j'y ai pensé assez pour avoir une opinion. Tu parlais d'opinion tantôt, JP, là? Oui. Justement, moi, j'ai ces questions-là qui tournent. Puis ils arrêtent de tourner quand j'ai réussi à me faire une opinion. C'est pour ça que des fois, j'aime ça. En prendre une de celles qui me hantent un peu plus, puis les mettre sur la table pour voir comment les gens ils réfléchissent par rapport à ça. Moi, je réfléchis comme JP et j'ai envie de tout faire. Je suis un peu comme ça aussi, mais puis JP, ici, on se connaît bien, là. Moi, j'étais en train d'apprendre à jouer de la guitare, j'étais en train d'apprendre à faire du 3D, à faire l'équivalent de Photoshop, mais avec GIMP, j'étais en train d'apprendre à faire des jeux vidéo, j'étais en train de faire un paquet d'affaires. Mais c'est ça, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire ça. Fait que là, il y a plein de choses qui sont en attente parce que there's just so much time you have. Tu peux pas tout faire. Je pense que c'est un peu vrai aussi à la job. Il y a plein de choses. Regarde, moi, Splunk, je trouve ça plate de ne pas connaître ça sur le bout de mes doigts parce que c'est un outil incroyable. Dans NetTrace, même affaire. Mais j'ai pas eu d'opportunité. Toi, tu l'as eu, c'est génial, tu as pu apprendre ça. Moi, j'ai eu d'autres opportunités qui m'ont amené à apprendre d'autres choses. Comme tu as dit, là, les équipes multidisciplinaires, c'est des gens qui ont des backgrounds différents et qui se complètent. C'est ça qui est vraiment cool. Puis là, d'avoir un peu de slack time pour être capable d'apprendre les uns des autres, ça, c'est vraiment génial. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon. Ça fait un beau tour, ça. Beau tour. Hey, c'était super le fun, Tina. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment adoré, là. C'était cool. Pour vrai, les gars, là, c'est comme ça. Ah, tant mieux. Hey, c'est génial, merci. On était super content de t'avoir, puis tu reviens quand tu veux. C'est le fun. Moi, je trouve ça fun. Puis écoute, ça va sonner bizarre, mais je vais le dire pareil. Puis tu es la deuxième femme qu'on reçoit sur le Sprinkler Techno. Puis je trouve ça cool d'avoir des modèles de femmes allumées, passionnées, qui aiment ça, puis qui sont bonnes, puis qui sont le fun. J'adore ça. J'adore ça parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis sur le plancher, là, quand on travaille, là, puis c'est tout du monde beige, puis un peu pareil,
c'est plate. Ça met de la vie, de la diversité, puis je trouve ça vraiment cool. Bref, merci d'être comme t'es. Merci d'être venu faire un tour, puis d'être un genre de modèle, justement, là, pour les autres, puis de montrer que c'est le fun, l'informatique. C'est pas juste des gens qui se replacent les lunettes sur le nez puis qui ont leur petite calculatrice dans la poche d'en avant. Non, on est cool, là, pour vrai. Les informaticiens sont cool. Et moi, je vous remercie, les gars, là, de m'avoir donné cette chance de participer avec vous autres, là. J'ai eu du fun. Ça fait plaisir.